Amis du stalinisme, bonsoir. Oh, quelle horreur. C'était une version stalinienne, elle est belle. C'était par, comme dirait le marquis d'Olmeta, le chœur des oies de Saint-Denis, c'est ça? Oui. C'est joli comme formule. J'ai fait une infidélité au chœur Montjoie Saint-Denis avec cette vieille version qui m'a été offerte par un auditeur collectionneur de vieille musique. Vous avez entendu Michel Blanzard? J'ai entendu. Ça vous a plu? Oui, bien sûr. Vive le maréchal. Oui, vive le maréchal, exactement. Donc, vous savez déjà que longue vie au maréchal. On devrait faire des émissions. Il n'y a plus aucune émission stalinienne sur aucune radio française. Ça manque terrible. Un jour, on va faire ça. On va faire un hommage aux maréchaux. Hein? Vous n'écoutez Maréchal jamais Staline et Maréchal Pétain. Vous n'écoutez jamais certaines radios qu'on entend beaucoup. Bah non, j'écoute que Radio Cortésé. C'est vrai que la partie stalinienne des programmes de Radio Cortésé est quand même relativement réduite, il faut bien reconnaître. C'est la seule. Hein, dans le cadre de l'ouverture à droite, pas d'ennemi à droite, on pourrait peut-être... c'est quand même très à droite. Oui, on a difficilement fait mieux, oui. Oui, voilà. Bien, alors ces bêtises étant dites, je vous annonce les invités. Vous venez d'en entendre deux, le marquis d'Olmeta, mon excellent camarade Michel Blanzard, collaborateur du Libre Journal, et qui est accompagné de Pierre Hilard. Bonsoir. Bonsoir Pierre Hilard. Pierre Hilard est l'auteur d'un livre qui s'appelle Minorité et régionalisme dans l'Europe fédérale des régions. Et il traîne derrière lui comme une tunique de Nessus la réputation d'être anti-allemand, ce qui est totalement idiot et pas plus anti-allemand qu'autre chose. Mais comme il analyse la situation de l'Union européenne et les projets de l'Union européenne et qui tombe à chaque fois sur des projets qui portent le tampon de l'aigle à deux têtes. Oui. Ah, Made in Germany. Made in Germany. Il a une seule tête, l'aigle. Il a une seule tête, oui, c'est vrai. Je confondais avec l'aigle impérial de mon cœur. Et donc, alors, on lui fait cette réputation qui est fausse, mais malheureusement, il va être obligé de l'accréditer encore ce soir. Et puis, j'ai invité également, à la surprise générale, non pas le docteur Dor, mais le Ferrar Gouache, qui viendra, alors, deuxième surprise de la soirée, pour nous demander de l'argent. Pas uniquement, non, il va nous annoncer des bonnes idées, dont, alors j'en parle tout de suite, mais vous en parlerez, mon père, plus avant, dont l'état du projet de centre d'accueil pour les Kurdes de Sangatte, que vous allez construire sous le nom de Église de la Tradition. On pourra en recevoir 1200. 1200, c'est quand même... Oui. Non, blague à part, il a entrepris, parce que je le dis avec beaucoup de respect et d'amitié, mais il est quand même pas à moitié fou. Donc il a entrepris de construire une église gigantesque de 1200 places sur le site du village de Riaumont. Et on va parler de ça, puis on parlera d'autre chose. Et il y a des histoires assez rigolotes à propos de cette église. On pourra dire d'où viennent certains matériaux? Oui, on peut le dire. Bon, alors pas tout de suite, mais on le dira tout à l'heure. Les robinets sont arrêtés pour l'instant, donc... Bon, surtout des robinets de pierre, c'est quand même... Voilà. Donc, vous l'appellerez Saint-Ritata, cette église, non? Oui, on a une grande statue de Saint-Rita qui vient d'arriver à Riaumont. Ah bah, vous voyez. Magnifique. Ouais. Alors, par qui commence-t-on? Peut-être par Pierre Hilard, puisque c'est le sujet. Mais avant, comme toujours, je vais faire un tout petit commentaire de l'actualité. Pierre, si vous permettez, parce que j'ai acheté Le Monde, comme d'habitude, le mercredi. C'est le jour où j'achète Le Monde. Pas. Il faut le voler. C'est pareil. Non, ça c'est une... J'ai dit plusieurs fois que ça ne servait à rien de voler les journaux, parce que ceux qu'on vole quand on vole un journal, c'est les kiosquiers. Alors que le truc, c'est d'acheter le journal, de le lire et de le rapporter au kiosquier qui le rend en invendu. Comme ça, on vole le journal. Voilà. Alors, en l'occurrence, dans Le Monde, il y a un papier totalement, je dois dire, c'est invraisemblable, vous comprenez? Ils prétendent qu'ils font un papier sur les commissions occultes du préfet Marchiani. Le préfet Marchiani qui aurait touché... il aurait touché... alors... J'ose même pas dire le chiffre, parce que c'est phénoménal, c'est 1,47 million d'euros, soit 9,7 millions de francs. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait, quand j'étais jeune et fringant, 1 milliard. Hein, c'est ça, c'est 1 milliard de notre bon temps, Marquis. 1 milliard du patronat. Voilà, donc, le milliard du patronat. Bon. Alors, ils disent qu'il aurait touché ça à l'occasion de la signature d'un marché sur le système de tri des bagages à l'aéroport de Roissy, entre autres. Et puis qu'il aurait quand il était en Corse, il touchait de l'argent sur Roissy. C'était déjà la régionalisation. D'après Le Monde, servi d'intermédiaire dans des passations de marché concernant les Charles Leclerc et l'aéroport de Roissy, et il aurait perçu sur des comptes suisses un total de 2,7 millions d'euros,
ce qui doit faire quelque chose comme ce qu'on appelait, nous, quand on était jeunes et beaux, 2 milliards. Et alors, je veux dire, c'est absolument... Moi, je ne mets pas en cause le travail des journalistes du Monde, qui sont forcément des gens sérieux, mais c'est forcément pas possible. Pourquoi ? Mais parce que le préfet Marchiani, ça a été un collaborateur de Charles Pasqua. Oui. Et qui pourrait penser une seule seconde qu'un homme de la rigueur morale de Charles Pasqua, qui a quand même été ministre de l'Intérieur, c'est un signe, et dans son entourage, quelqu'un qui ne soit pas parfaitement rigoureux, parfaitement honnête. Il ne faut quand même pas raconter n'importe quoi, sous prétexte qu'on a un journal qui est lu par plus de 3000 personnes, contrairement à certains autres que je connais et que je ne citerai pas. Donc, d'ailleurs, quand on demande à M. Marchiani ce qu'il gagne, il répond, je n'ai pas le droit de vous le dire, il faut demander ça à Pasqua, dans l'article. Donc ça veut bien dire que c'est quand même M. Pasqua qui est au courant. Il obéit à... Vous demanderez à Charles Pasqua, car je n'ai pas le droit de vous dire combien, répond-il à propos de... C'est ça, l'Omerta ? Il n'a pas le droit de non, mais comprenez, alors moi je crois qu'il faut maintenant arrêter. Je le dis avec beaucoup de tristesse et en même temps beaucoup de sérieux. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de jeter comme ça l'opprobre et la suspicion sur la classe politique française. Il faut quand même savoir que c'est une atteinte directe au fondement même de la démocratie, que la classe politique française, au fond, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des gens qui ont décidé de consacrer leur vie à la prospérité, au bien-être de leurs contemporains. C'est quand même pas drôle de tous les jours d'aller à l'Assemblée nationale ou des trucs comme ça, c'est infernal, quoi, il faut bien dire, ou d'être ministre. Donc, c'est des gens qui se sacrifient. Et alors, en plus, on les accuse. Regardez en ce moment, par exemple, heureusement qu'il y a une justice en France, parce que il y a quelque temps, monsieur Roland Dumas, grand résistant, ami du président de la République, grand avocat. Rentre au Panthéon aussi. Panthéon, oui, il va être panthéonisé. Et alors, on l'accusait d'abord d'avoir une maîtresse. Enfin, franchement, c'est un homme marié avec des enfants. Je me demande dans quel monde on vit. Des accusations pareilles. Et ensuite, d'avoir des chaussures à 12 000 balles. 10 000. 10 000 ? Oui. Ouais, ça va, bon, ça passe. Parlez plus fort dans le micro. Avec les lacets, 12 000. Oui, 12 000 avec les lacets. Bon, et tout ça offert par une dame avec laquelle il n'était même pas marié. Bon, alors il était sous le coup d'une condamnation sévère en première instance. Dieu merci, il y a une justice en France. Et voilà que le procureur de la cour d'appel dit non, faut quand même pas exagérer. Un homme qui a rendu tant de service à la nation, on peut pas. Donc, il va pratiquement s'en sortir avec les excuses probablement du tribunal. Enfin, on rend hommage, on rend justice, c'est le moment de le dire, à un homme qui a toujours été parfaitement irréprochable. D'abord, si Mitterrand l'avait pris comme garde des Sceaux et surtout ministre des Affaires étrangères, c'est parce qu'il avait confiance en lui. En plus, accuser un type d'avoir gagné du fric en étant ministre des Affaires étrangères, comme s'il y avait des moyens de tirer des pots de vin d'un boulot pareil. C'est aussi le patron de la Fondation Mitterrand, je crois. La Fondation Mitterrand, qui est aussi un truc... Qui est payé par Chirac. Enfin... C'est destiné, en fait, à assurer la survie de la famille Mitterrand, je crois, en gros. Donc c'est aussi une œuvre de bienfaisance, en quelque sorte. Donc, heureusement, voilà, du côté Roland Dumas, tout est réglé, on peut être tranquille. Et puis, il y a l'affaire Soros. Alors là, Soros, c'est quand même... Vous vous rendez compte qu'on a... C'est pas une affaire. Non, justement, c'est pas une affaire. Enfin, Monsieur Soros, qui est un des plus gros propriétaires terriens du monde, cet homme-là, il achète du terrain parce que on pense c'est un homme d'avenir. D'abord, il achète tout ce qui se vend, y compris les hommes d'ailleurs, et même à commencer par les hommes. Et là, il achète beaucoup de terrain dans des endroits où on peut penser que dans quelques années, il y aura des cultures intéressantes à faire. Il faut dire que le truc est pas idiot. Il y a des pays dans le monde où pousse assez facilement une herbe qui est pas trop difficile à faire pousser, qui s'appelle du chanvre, c'est ça ? Ah oui. Et donc, simplement, le chanvre, pour l'instant, ça sert à rien, parce que... Vous croyez que c'est ça qu'il fait en Patagonie ? Parce qu'en Patagonie, il y a d'immenses territoires... En Patagonie, c'est un peu autre chose. Là, en Patagonie, il est plutôt en train de construire une espèce de gigantesque club méditerranéen à l'usage d'une clientèle particulière. Mais on en avait parlé avec... Enfin, Raspail nous avait dit, dans cette émission, qu'il avait rencontré... Des jeunes ingénieurs de Tsahal qui venaient reconnaître le terrain et aménager des territoires, des routes, etc. En Patagonie. Mais donc, M. Soros, il achète des terrains dans le monde entier sur lesquels, quand ça sera légalisé, on pourra faire pousser une nouvelle forme de tabac
Et donc, c'est quelqu'un qui investit sur l'avenir. Et il n'y a pas de... Après tout, un homme d'affaires doit investir sur l'avenir. Il va acheter la porte de Clignancourt, enfin Crouilland, quoi, sûrement. Oui, il va acheter la porte de Clignancourt, probablement, mais pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord installer un supermarché. Pour l'instant, il est un peu dans la rue, mais tout ça va être réglementé, vous allez voir rapidement. Et il y a des gens d'ailleurs qui l'aident en France. Il y a Bernard Kouchner qui pense lui aussi qu'il faut arrêter de persécuter des gens qui préfèrent fumer du chanvre plutôt que du tabac. D'ailleurs, au fond, on peut se demander, tant qu'à fumer, autant fumer quelque chose qui fait vraiment du mal, quoi. Hein. Donc, il y a des associations anglaises qui ces derniers temps disent que le cannabis est 15 fois plus nocif qu'il ne l'a été, que ça provoque des dégâts terribles. Tant mieux. L'avantage du cannabis, c'est comme l'homosexualité, c'est qu'il paraît que c'est très très mauvais pour la fécondité. Donc ils se reproduisent mal. On peut pratiquer les deux. Oui, ça se fait assez couramment d'ailleurs. Mais c'est pas, l'un n'est ni exclusif, enfin c'est pas exclusif l'un de l'autre et c'est pas non plus nécessaire. J'ai connu des fumeurs qui étaient parfaitement orthodromiques dans leur mœurs. C'est pas une opération morale, c'est une opération commerciale. Commerciale, voilà, il faut pas tout mélanger. Donc voilà. Ce monsieur Soros, qui est un homme d'affaires, voilà qu'il est en procès parce qu'il a gagné de l'argent. Oh. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche ? C'est pas honnête. On lui reproche, c'est quand même incroyable, d'avoir eu connaissance d'informations de caractère confidentiel sur la bourse et d'avoir profité de ces informations pour acheter des actions au moment où personne ne savait qu'elles allaient prendre de la valeur. Autrement dit, on lui reproche d'avoir fait du commerce. Parce que, écoutez, c'est pas compliqué. Imaginez que vous appreniez que tel terrain va prendre de la valeur parce que, je sais pas moi, il contient de l'or. Vous achetez le terrain, puis une fois qu'on trouve de l'or dedans, vous êtes plus riche. C'est la base même du petit commerce. Et voilà que ce monsieur Soros, on lui fait des histoires pour ça. Alors Dieu merci, le procureur, au cours du procès, ou la procureuse, a bien expliqué que c'était pas du tout Soros qui était le coupable, il avait absolument rien à voir dans cette histoire. Enfin, il avait peut-être eu à voir, mais comme ça s'était passé il y a 14 ans, le grand coupable de l'opération, c'était le magistrat instructeur qui avait mal fait son boulot. Et où c'est que ça s'est mal passé, justement ? Voilà. Pardon ? Où est-ce que ça s'est mal passé dans l'instruction ? Parce que ça a pris 14 ans pour qu'on en arrive. Oui, c'est ça, 14 ans d'instruction. Je sais pas, il y a un moment précis où ça s'est mal passé ? Il y a un moment en Suisse où ça a bloqué beaucoup, où il n'y avait pas les informations qui remontaient, où il y a beaucoup d'amis de Soros. Mais en Suisse, c'est pas là qu'il y avait une procureuse qui avait été inquiétée parce que... Et des histoires de drogue, c'était elle était un peu complice d'un réseau de drogue. Ouais. C'est curieux tout. Il y a des coïncidences comme ça. Donc voilà. Alors moi je pense qu'il faut arrêter d'embêter les gens. La meilleure solution, c'est d'arrêter d'embêter les gens connus. Bah oui, qu'on puisse continuer à avoir la vie en Soros. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un nouveau droit européen qui se fait. Oui. Voilà. Alors arrêtons d'embêter les gens. Voilà. Oui. Je dis aux juges, aux policiers et tout, arrêtez d'embêter les gens connus. C'est suffisamment à faire. Avec tous ceux qui sont connus des services de police, par exemple. Voilà, les gens qui sont bien connus des services de police. Il ne faut pas les toucher. Non, il ne faut pas les toucher. Ah non, il ne faut pas non plus. S'ils sont connus. Mais par exemple, avec les automobilistes, vous allez embêter un type qui est multimilliardaire et propriétaire et qui est en train de monter un projet pour intoxiquer le monde entier avec de la drogue. Bon, c'est une erreur, vous ne gagnerez pas. Tandis que vous m'arrêtez dans la rue, si j'ai une voiture de location et que j'ai oublié de mettre ma ceinture, là, ça fait tout de suite 4 ou 500 Ouais, mais il y a des bavures, regardez Toubon il y a quelques jours. Ah oui, il y a des bavures avec les voitures, c'est embêtant. Parce que c'est un homme connu. Ou comment s'appelle-t-il l'autre, le contrat Toubon, le socialiste. Ah oui, il y a Julien Drey, non mais là c'est... Il y a Estier aussi. Estier, voilà. Estier qui était accusé de rouler à 220 km/h. C'est pas un train de sénateur. Il n'était pas dans le train non plus, il était en voiture. Oui, il est sénateur. Et donc, il faut arrêter tout ça. D'ailleurs, je trouve que les automobiles conduites par des gens connus, il devrait y avoir dessus une espèce de truc, un petit fanion. Il y en a un d'ailleurs. Ça s'appelle un gyrophare, non ? Ou un gyrophare ou un fanion, comme dans la République socialiste soviétique de notre enfance, il y avait un fanion rouge, comme ça on n'embêtait pas, l'occupant de la voiture. Donc, alors voilà, changeons tout ça, décrétons que toute personne connue est par définition innocente, et que toute personne inconnue est forcément suspecte. Voilà, donc, alors José Bové, il est connu ou il est inconnu, lui ? Il ne demande pas à être connu, en tout cas. Non, moi je trouve que 14 mois de prison pour avoir arraché du maïs, c'est quand même un petit peu cher payé. Cela dit, je peux pas me retenir de rigoler dans ma barbe, parce que je me souviens que quand il risquait
15 jours de prison, il avait rodomonté les mains sur les hanches, le nez en l'air, en disant « Moi, je ne demanderai pas la grâce au président de la République. Mais là, 14 mois, il trouve que du coup, il est quand même assez urgent de demander la grâce du président de la République. C'est vrai que si on me condamnait à 14 mois de prison, je ne serais pas plus content de ça. Hein. Mais il ne faut pas dire Fontaine. Hein, voilà. Tout ça est bien triste. On pourrait parler de tas d'autres choses, mais ça devient beaucoup moins intéressant du coup. Sauf qu'il y a quand même une petite information, toujours dans mon journal du mercredi. On nous apprend qu'à Londres, 1 enfant sur 2 est sous le seuil de pauvreté. Et le papier commence naturellement par une allusion à Charles Dickens, qui, s'il vivait aujourd'hui, aurait de quoi nourrir sa veine littéraire. Il trouverait matière à s'indigner dans le plus inattendu des résultats d'une enquête remise au maire de Londres, mardi 19 novembre, à la veille de la Journée internationale des droits de l'enfant. 53% des enfants de la capitale britannique vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors naturellement, on nous explique que depuis Charles Dickens, depuis le Londres enfumé des usines et des fabriques de cirage, on n'a pas fait beaucoup de progrès, mais on ne nous dit pas du tout ce que c'est que ces enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est tout simplement des enfants qui, quand ils étaient dans leur pays d'origine, avec leurs parents, n'étaient pas sous le seuil de la pauvreté, ils étaient sous le seuil de la subsistance. Ils mourraient de faim, littéralement, dans l'indépendance, c'est absolument certain. Et puis ils sont venus chercher de la bouffe en Angleterre, ils en ont trouvé, mais ils n'ont toujours pas d'ascenseur pour monter au 8e étage, les boîtes aux lettres ne sont pas repeintes, et ils peuvent pas avoir de voiture, et ils sont bien malheureux. Je pense qu'ils sont moins malheureux que s'ils étaient restés chez eux. Donc il y a une escroquerie. Vous n'êtes pas d'accord, Blanzard ? Aller chercher la bouffe en Angleterre. Il y a une escroquerie morale à nous dire. À moitié. Je suis à moitié d'accord. C'est pas en Angleterre qu'ils sont pauvres. Non, mais c'est pas ça. On est de moins en moins au courant sur ce qui se passe réellement à l'intérieur des autres pays européens. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans une société d'information et on sait de moins en moins et ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en Angleterre. On ne sait pas quelle est la composition sociologique du pays parce que on se débrouille pour que ça ne soit pas connu. Et évidemment, il y a des dégâts. Alors certains, en effet, sont peut-être des nouveaux arrivants. Vous avez aussi certainement les petits Anglais qui ont une chute du revenu phénoménale à la suite des mesures libérales prises dans les années Thatcher. Et puis il y a l'effondrement moral de toutes les sociétés occidentales qui fait que on vit de manière désastreuse et que ça ne se sait pas. Il y a des trous. Il y a des trous dans à peu près partout maintenant. Et ce qui m'étonne beaucoup dans tout cela, c'est que les journalistes ne font pas leur travail. L'Europe change très vite, fortement. On le ressent, on sait qu'on ressent les coups, mais il n'y a pas grand monde pour nous l'expliquer, malgré toutes les équipes de télé qui peuvent sillonner dans, je ne sais pas, tel ou tel endroit, parce qu'il y a un moment où il y a des effets de mode, et puis parce qu'on a décidé de tenir un certain type de résultat à tel endroit. Vous vous rappelez le Kosovo, par exemple. Bon, là, ils ont le résultat, justement, à ce moment-là, qu'est-ce qui était le résultat recherché? C'est de permettre ce trafic de drogue international qui s'organise. Oui, donc je suis pas tout à fait d'accord. C'est ça ce que je veux dire. Je comprends bien ce que vous voulez dire, mais il faut quand même admettre qu'il y a une escroquerie morale. Bien sûr, mais elle est permanente. Elle est permanente dans l'information. En tout cas, une imposture dans le fait de dire que c'est en Angleterre que les enfants sont miséreux. Ils sont pas miséreux parce qu'ils sont en Angleterre. Ils sont plus miséreux que la moyenne, ça c'est certain, mais ils sont beaucoup moins miséreux que ceux qui sont restés dans leur pays d'origine. Je sais que l'Angleterre est un pays dur, et il a toujours été beaucoup plus que la France pour ses habitants. On ferait un constat à peu près comparable en France, hein. Peut-être pas. Non, je crois que la France est beaucoup moins dure à vivre pour les classes pauvres que l'Angleterre ne l'a été et ne l'est encore. J'ai pas de. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Hillard, qui voyageait beaucoup en Europe? Oui, je partage l'opinion de Michel Blanzat. Effectivement, l'anglais a un fond dur, beaucoup plus dur que le latin. De tout temps, l'Angleterre les dirigeants politiques anglais ont toujours eu à l'égard de leur peuple un comportement beaucoup plus rigoureux que les gouvernements français. Il y a un fond de dureté dans l'âme anglaise. Ouais. Bon, je croyais qu'on était là pour dire du mal des Allemands, puis vous commencez à attaquer les Anglais. Tout le monde. On va plus avoir d'amis du tout. Ça va être horrible. Si, mais on les aime bien en plus, les uns et les autres, et les Allemands et les Anglais. Vous savez, l'amitié dans les relations d'État à État, ça n'existe pas.
le Lord Palmerston au XIXe siècle, il disait que les relations d'État à État, enfin l'amitié, les relations d'amitié entre les États n'existent pas. Il parlait de son pays en disant que l'Angleterre n'avait pas d'amis éternels, comme elle n'avait pas d'ennemis éternels, mais que des intérêts éternels. C'est la politique anglaise de cracher. Mais c'est un peu la politique allemande, si je comprends. Est-ce que c'est la politique française? C'est ça qu'on pourrait... C'est ça ce qui est inquiétant. Ah mon Dieu, la politique française, il y a un mot de trop ou politique? Oui, il y a beaucoup français. Oui, encore le mot est en train de fondre comme neige au soleil. Oui, parce qu'il faut bien constater la chose suivante. Bon, comme le disait avec justesse Michel Blanza, on est très mal renseigné dans les journaux, enfin en tout cas les journaux à grand tirage, sur les arrière-fonds de la boutique européenne. Il faut toujours lire des revues spécialisées, des revues, des documents. Bref, il faut vraiment faire œuvre de bénédictin pour trouver les raisons qui poussent à l'émergence de telle ou telle loi. Par exemple, lorsqu'on voit Jean-Pierre Raffarin lancer la décentralisation, évidemment, ça ne surgit pas comme ça. Il y a un arrière-fond. Balzac disait qu'il y a l'histoire officielle, mais en réalité, il y a l'histoire honteuse. Et effectivement, il faut se renseigner sur les arrière-fonds. Alors, par exemple, pour la décentralisation lancée par Raffarin, il faut savoir que Raffarin, jusqu'au début de l'année 2002, était président d'un institut qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions de France, qui actuellement est dirigé par Gérard Longuet, le président de la région Lorraine. Et cet institut, l'Assemblée des régions de France, est récente. Sa création date de 98. Donc 98-2002, son président était Raffarin. Et il faut voir que l'équipe qui l'entourait regroupait finalement tout l'échiquier politique français. On avait comme premier vice-président Michel Sapin, qui à l'époque était ministre de Jospin. Le deuxième vice-président, c'était François Fillon, qui est l'actuel ministre, je ne sais plus quel poste d'ailleurs, du gouvernement Raffarin, du même nom. Et le secrétaire ou le trésorier, je ne sais plus, de l'Association des régions de France, c'est Jean-Paul Huchon, qui est le socialiste et président d'Île-de-France. Donc il faut bien voir qu'il y a déjà... C'est la famille tuyau de Paul. Voilà, il y a un consensus, moi j'appelle ça un peu le parti unique. Ouais. Mais il faut savoir que Raffarin ne fait qu'appliquer finalement... Bon, il est déjà naturellement acquis à la cause régionaliste, mais il ne fait qu'appliquer finalement des directives européennes. Début août, je lisais dans le Figaro un article consacré à la réunion des terroristes, parce qu'il n'y a pas de mots, corse, à Corté. Et un des représentants disait avec beaucoup de justesse que les mesures de décentralisation lancées par Raffarin, Raffarin n'avait pas grand mérite parce qu'il ne faisait qu'appliquer les directives européennes. Et je me suis dit, tiens, voilà un qui sait de quoi il parle et pourquoi. Il faut savoir que le projet de régionalisation de l'Europe a été lancé en 93 par les instances du CPLRE, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe. En 93, je crois que c'était même à Genève. Et je vous passe les détails, mais les mesures ont été peaufinées au cours du temps. Et en 1997, le document définitif du projet de charte d'autonomie régionale a été lancé par la recommandation 34-1997 du CPLRE. D'ailleurs, j'invite toujours les auditeurs à se renseigner. Il faut faire œuvre de recherche. Ce document, il est sur Internet. C'est-à-dire que vous allez sur le site du Conseil de l'Europe et vous cliquez ensuite sur Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe et vous aurez le document. Ce rapport, cette recommandation 34-1997 a été lancée, comme je l'ai dit, plusieurs fois par un Allemand, un député socialiste du Land de Basse-Saxe, qui s'appelle Peter Rabe. Et le premier projet de charte d'autonomie régionale était présenté par le gouvernement du Land de Basse-Saxe en 96 par le ministre-président de l'époque, qui était Gerhard Schröder, l'actuel chancelier allemand. Et Raffarin ne fait qu'appliquer ces mesures. Il suffit de comparer les articles qui sont au sein de cette charte de l'autonomie régionale avec les projets Raffarin pour se rendre compte qu'il y a un duplicata qui s'abat sur la France. Déjà, par exemple, lorsque Raffarin souhaite introduire le principe de décentralisation dans la Constitution française, ce n'est que l'application de l'article 2 de la charte d'autonomie régionale. Lorsque Raffarin part d'une politique du droit à l'expérimentation, qui pour les régions qui ont été la porte ouverte à la féodalité, eh bien, on retrouve ces principes dans les articles 3, 4 et 5 de la charte d'autonomie régionale. Alors, on ne parle pas de droit à l'expérimentation, mais le droit à chaque région d'avoir sa politique propre. C'est la même famille. Et il y a un autre élément, mais alors qui est capital,
qui est tombé fin août. Et sur le coup, quand j'ai entendu cette information, je me suis dit, c'est quel article ? C'est le processus de régionalisation des élections. C'est-à-dire que maintenant, on souhaite que le député français au Parlement européen soit élu non pas sur une base nationale, mais sur une base régionale. C'est-à-dire que le député européen sera issu de la région Normandie, de la région Bretagne, de la région Corse, de la région Alsace, ce qui est la porte ouverte à l'éclatement définitif de l'État-nation, parce que la conscience nationale est que là, littéralement, le député français au Parlement européen représente malgré tout l'État français. Alors que là, si cette mesure passe, et l'UMP, dirigé actuellement donc depuis peu de temps par Alain Juppé, veut inscrire cette mesure et faire en sorte que donc le député européen soit l'élu de la région Bretagne, Alsace, Auvergne, etc. Donc c'est la porte ouverte à l'éclatement. Eh bien, ce projet-là n'est pas nouveau. Lorsqu'il a été officialisé fin août, eh bien, il suffit je me suis dit à l'époque, c'est tout simplement l'application de l'article 12. L'article 12 du projet de charte de l'autonomie régionale qui dit avec netteté, je lis le passage. Les régions sont dotées d'une assemblée représentative et d'un organe exécutif. L'organe exécutif doit être responsable devant l'assemblée élue au suffrage direct et universel. Les membres composant l'assemblée représentative ou l'organe exécutif ne peuvent faire l'objet de mesures du pouvoir central portant atteinte au libre exercice des fonctions qui leur sont confiées. Voilà. Donc finalement, c'est une organisation du démantèlement. Voilà. C'est curieux parce que c'est très exactement l'application du plan maçonnique Solvay et Coagula. C'est-à-dire, on dissout la nation et on la recoagule sous une espèce d'ensemble floconneux sous les apparences du système européen. Si je peux dire, ça va avec autre chose qui est à peu près du même ordre, ça s'appelle la glocalisation. Ouais. La glocalisation, c'est un concept nouveau, mais qui fonctionne. La localisation dans le cadre d'un projet global. Voilà. Et alors, on va reprendre les choses de la drogue, comme ça donnera un exemple extrêmement clair. Vous avez eu au début de l'été dernier, en Hollande et en Angleterre, des lois nouvelles qui ont permis la dépénalisation du cannabis pour des raisons médicales. Alors, comme ça a été acquis en Hollande et que ça a été acquis en Angleterre, et que la Hollande fait partie de l'Europe, que l'Angleterre aussi en fait partie, peu moins entièrement, mais elle en fait partie, cela entraîne que ce cannabis est dépénalisé de fait dans le reste de l'Europe pour des raisons médicales dans un premier temps. À partir de cela, qu'est-ce que ça va entraîner ? Ça va entraîner que les autres drogues seront aussi dépénalisées et plus du tout pour des raisons médicales. Et à partir de là, c'est tout à fait possible que ça s'étende absolument partout. Au même moment, là, il y a quelque temps, en novembre, ont eu lieu des référendums dans les différents États américains, au Nevada, payés par les fondations justement Soros. On retrouve sur la libéralisation. Alors vous aviez 8 ou 9 ou 10 ou 15 questions sur les enfants à l'école, est-ce qu'il faut qu'ils aient des autocars ou pas. Ça se passe dans des tout petits États. Ça se passe par exemple au Nevada. Nevada, c'est 1,5 million d'habitants. Et c'est sur un ensemble de 300 et quelques millions, les États-Unis maintenant. Je ne sais pas où ils en sont, mais ils doivent être 300 et quelques millions. 285. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut faire... La glocalisation, c'est ça. Vous avez toute petite expérience, un référendum d'initiative locale, ce dont parlait Pierre Hilard, ce qui va nous arriver. Ça va vous être présenté comme un nouvel élément de démocratie, de plus en plus de choses que l'on pourra faire, que le citoyen pourra ordonner. Absolument rien de ce qui peut vraiment intéresser son sort réel. Mais par contre, l'amélioration de son sort. Mais par contre, il va se retrouver pris au piège par des multitudes de choses qu'il n'a même pas vu venir, qui auront eu lieu en plus dans les décisions qui ont été prises dans l'État d'à côté, on voit très bien comment ça peut marcher. Effectivement, c'est ça la glocalisation. On imagine qu'en France, une des régions décide souverainement, puisque Pierre Hilard vient de nous lire le texte qui revient tout à fait à donner. C'est les droits de l'Union soviétique, de souveraineté, à une région. Donc on peut imaginer que, par exemple, le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas si longtemps, avait une majorité vert. Enfin pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, et donc eux pouvaient décider l'application dans le cadre d'une régionalisation politique
ils auraient pu décider l'application de leur programme, c'est-à-dire la légalisation du cannabis dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et ça devenait absolument impossible d'interdire de maintenir l'interdiction du cannabis en Haute-Normandie, par exemple, parce que les frontières entre le Nord-Pas-de-Calais et la Haute-Normandie, c'est quand même assez flou. Hein. On est sur une route en train de fumer son joint, on passe un carrefour, pouf, les flics vous tombent dessus, vous envoient en prison, ça tient pas debout. Donc ça revient à légaliser dans toute la France. Et on voit très bien le système. Les mauvaises herbes, de toute manière, se répandent toujours plus facilement que la bonne. Et le principe, finalement, va s'accélérer. Et c'est là l'intérêt du sujet, avec le fameux projet de code civil européen alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que l'idée, c'est que... Bon, moi, quand c'est Michel qui m'a parlé de ça, puisqu'il en avait discuté avec vous, Pierre Hillard. Et lui, il y a donc un sujet qui est tout à fait passionnant, c'est un projet de modification du Code civil, donc de création d'un Code civil européen. Or, moi, ma réaction, ça a été de dire, mais enfin, le Code civil européen, pour commencer, il existe depuis Napoléon, parce que le Code de Napoléon, c'est un Code civil qui a été écrit pour l'Europe. Je crois qu'il a été promulgué quand Napoléon était... je sais pas, enfin, il était en tout cas en Allemagne, ou il n'était pas en France à ce moment-là. Enfin, il était en vadrouille dans l'Europe. Et il l'a fait dans le sens d'un code civil, sauf erreur de ma part, ce qui est possible parce que je suis pas très fort en histoire, mais il me semble me rappeler qu'il avait conçu le code civil comme un moyen. Oui, on peut dire comme une arme. Destinée à assurer l'hégémonie française, la pensée française, l'hégémonie de la pensée française sur l'Europe conquise par ses armées. Bon. Et là, c'est la douce hégémonie allemande. Et là, d'un seul coup, on nous dit 2 siècles plus tard, non, on va changer tout ça. Moi, je trouve que le code civil Napoléon, il marchait pas trop mal, avec des petites réformes de temps en temps. Et maintenant, apparemment, ça fait un moment qu'on s'emploie à ce qui ne marche plus, par contre. Bien sûr, on fait tout pour que ça foire, c'est évident. Ça fait un moment c'est-à-dire, à force de modifier des points de détail, il y a un moment où l'équilibre... La logique générale est déjà perdue de vue. Oui. Alors donc, maintenant, il y a un projet de code civil européen. Mais vous en avez trouvé... la preuve où ? Enfin, la trace où ? Alors, je suis au courant de cette affaire depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année. Parce que je reçois du courrier et un jour il y a un professeur de droit qui m'a écrit et qui m'a dit écoutez, j'ai lu votre livre et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites et ça accompagne en réalité la mise en forme d'un futur code civil européen. Alors votre livre dont il parlait, c'est donc la minorité et régionalisme aux éditions François-Xavier Guibert, qui vient d'être réédité, il faut le rappeler, avec la carte. Oui. Cette carte qui a eu un effet extrêmement fort, en tout cas sur les auditeurs de la radio. Oui, c'est un document officiel avec le cachet du Parlement européen, l'adresse et le numéro de téléphone même du Parti démocratique des peuples d'Europe, Alliance libre européenne, qui est un mouvement des Verts, avec Cohn-Bendit en particulier, et qui travaille main dans la main avec le PPE, Parti populaire européen, et le Parti socialiste européen, qui sont acquis à cette chose. Par exemple, le président... la carte, c'est la carte de la future Europe des régions. C'est un prototype parce que déjà ça ne concerne que les États de l'Union européenne. Et il prépare actuellement les mêmes choses pour les pays d'Europe centrale. Il faut bien se dire que tout ça c'est mouvant, hein. Dégager le substrat ethnique de sa gangue étatique avant de procéder à de nouvelles combinaisons, comme je le disais. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est complètement contradictoire avec toute la politique qui est menée par ailleurs de négation des ethnies, parce qu'on nous dit attendez, il faut métisser. Le général Clark, c'est ça. Le Kosovo. Il faut absolument métisser l'Europe, qu'il n'y a plus de place dans le monde. Il y a une chose qui m'intrigue. Il y a des gens qui savent ça en France depuis un moment, parce que j'ai la revue Humanisme, qui est la revue des francs-maçons du Grand Orient de France, de mars 97. Non, mais s'il n'est pas au courant, ça serait grave parce qu'ils sont parmi les opérateurs du truc. Vous savez bien qu'il y a de tout. Il y a ceux qui sont pour, qui sont contre. C'est des ensembles. Mais il y a des gens qui ont sonné l'alerte depuis un moment. Monsieur Lionel Boissou, qui fait paraître un article excellent qui s'appelle Vers un nouvel ordre ethnique et qui pose la question il y a déjà 5 ans. Un peu plus de 5 ans, sur justement ces nouvelles configurations géopolitiques qui s'organisent en Europe et qui sont extrêmement déplaisantes parce que en effet on va se retrouver divisé dans des régions, des entités, je ne sais même pas comment il faut appeler ça parce que ça n'a pas de nom réel, dans des endroits, mais aux États-Unis c'est déjà la réalité. Aux États-Unis la réalité des villes américaines, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ensembles, des grands ensembles, où dans tel tour vous avez des portoricains, dans celle d'à côté vous avez les Chinois, dans celle d'à côté ceux d'Europe centrale, et encore pas tous parce qu'ils s'entendent pas ensemble, et ainsi de suite, et ils ne se parlent pas.
Et puis ça tient avec les gangs qui permettent et le ciment, tout ça, c'est la terreur de l'extérieur. Chacun rentre chez soi. Voilà, le ciment, tout ça, c'est que la politique peut s'organiser comme il faut au profit des grandes sociétés multinationales et au profit de ceux qui ont l'argent. Alors, je voudrais pas qu'on la question est là. Non, mais c'était pour vous dire simplement que en 97, vous aviez à l'intérieur d'une revue qui a quand même les moyens de se faire connaître, qui peut être diffusée. Humanisme, ça touche en effet beaucoup de gens à l'intérieur du monde politique. Et donc, par exemple, on peut supposer que Chevènement, qui est attentif à la question nationale ou qui disait lettres, qui est attentif aussi aux questions de franc-maçonnerie, pouvait savoir toutes ces choses-là. Et pendant 5 ans, il ne s'est rien passé. C'est quand même des questions extrêmement importantes. Permettez d'apporter une précision. Humanisme, les gens le trouvent dans certains kiosques. Déjà, donc tout le monde peut l'avoir. C'est diffusé. Alors, officiellement, c'est la revue du Grand Orient de France. Or, votre serviteur ayant appartenu au comité de lecture d'humanisme pendant des années, le comité de lecture, il est interobédientiel. Ça veut dire déjà que c'est pas seulement la pensée du Grand Orient de France, ça reflète la pensée de tous les maçons de France. Puisque le comité de lecture, il y a un mélange dedans. Le droit humain, etc. Enfin, toutes les autres obédiences. Donc ça veut dire que beaucoup de gens pouvaient savoir toutes ces choses sur lesquelles on discute, on peut dire tardivement, de manière très documentée grâce aux travaux de Pierre Hillard, mais qui sont en plus absolument pas relayées dans le monde politique. Et ce sont des choses importantes. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle forme du pays, ça contribue à diriger les richesses vers tel ou tel endroit, à créer des zones de pauvreté nouvelles et à concentrer les richesses là où elles doivent l'être, selon des plans qui ne sont absolument pas démocratiques. Et ce qui fait que nous, on a quelque chose à dire par rapport à ça, c'est que justement c'est un esprit démocratique qui nous pousse à contester ce qui est dit sur les questions de régionalisme aujourd'hui. Ce n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec de la démocratie, c'est l'opposé de la démocratie. Oui. Alors je voudrais récapituler. Donc on a fait une petite incursion dans la question des régions parce que je disais que votre livre, Pierre Hillard, vient d'être édité avec cette carte qui est un des projets de dissolution des nations pour les recoaguler sous la forme d'un ensemble européen, et que c'est ce livre et vous nous disiez que c'est ce livre-là, la lecture de votre livre, qui a inspiré à un professeur de droit l'idée de vous écrire pour vous signaler le projet de code civil européen. Voilà. On est revenu à notre point de départ. Et évidemment, toutes mes affirmations à chaque fois s'appuient sur des preuves. Alors que les auditeurs, s'ils sont intéressés, prennent un papier et un crayon, ils trouveront cette information dans le recueil Le Dalloz du 25 juillet 2002, numéro 28. Donc je répète, recueil Dalloz, 25 juillet 2002, numéro 28. Les éditions Dalloz se trouvent à Paris, rue Soufflot, donc au niveau du Panthéon, et c'est là d'ailleurs où j'ai pu me procurer cette revue. Alors, ce Code civil européen, il faut bien comprendre qu'il va de pair avec la construction politique européenne. Le droit, c'est le reflet de l'âme d'un pays, c'est sa substance, c'est son âme. Et évidemment, lorsqu'on supprime le code civil, le droit d'un pays, eh bien fatalement, on efface d'une certaine manière les caractéristiques nationales. Et en mettant à la place un code civil européen, je l'appelle un bloc de béton juridique, eh bien d'une certaine manière, on uniformise, on étouffe. Alors, il faut savoir que ce projet de code civil européen a été lancé par... ce sont des initiatives du Parlement européen qui datent de juillet 1999. Et c'est un juriste allemand, je suis désolé, mais les faits sont là, qui mène le bal. Il s'appelle Christian von Bahr. Et Christian von Bahr, à la tête d'un groupe qui est difficilement, plus exactement la désignation des personnes qui l'entourent est largement méconnue parce que là aussi c'est le caractère antidémocratique de la construction européenne. De quel droit un code civil européen est prêt à être plaqué sur l'ensemble du continent sans l'avis du peuple souverain, si on reste fidèle à la vulgate démocrate. Et ce droit européen va donc se plaquer, il faut bien comprendre. Et ce professeur de droit civil, monsieur Yves Lequette, pour pas le nommer, et qui est professeur à Paris 2 Assas, l'a parfaitement pigé, puisqu'il dit que finalement ce droit européen va régir une Europe fédérale des régions ayant perdu sa conscience nationale pour la France française, pour l'Italie italienne, espagnole, etc. Alors, un élément révélateur, le 12 avril 2002,
ce juriste allemand, Christoph Offenbach, a prononcé à la grande chambre de la Cour de cassation une conférence comme par hasard en anglais. Et c'est là où on voit aussi cette communion de pensée germano-anglo-saxonne, où il a parlé de tous les avantages qu'apportait ce code civil européen. Et un élément révélateur, quelquefois, vous savez, en une phrase, tout est dit. Au cours de son discours du 12 avril 2002, Christian Offenbach a eu cette formule qui révèle la pensée profonde de la construction européenne. C'est un État européen des régions basses ethniques qui se met en place, un nouvel Saint-Empire germano-européen. Et ce Christian Offenbach a dit ceci. Charlemagne nous rappelle que l'Europe est plus ancienne que les États qui la composent. Avec notre communauté, nous redécouvrons l'Europe dans sa totalité. C'est-à-dire que Charlemagne, c'est l'an 800. Tout ce qui suit après, c'est-à-dire les 1200 ans d'histoire, passe à la trappe. Et ce qui est amusant, alors en dehors de cette question proprement européenne, c'est que ce que vous dites là, effectivement, on retrouve cet argument, en quelque sorte, souvent. On nous dit, mais avant, c'était... bon, quand ça les arrange, si j'ose dire, c'est toujours... Mais avant, c'était comme ça, pourquoi pas faire comme on faisait avant? Mais quand ça les arrange dans l'autre sens, ben, vous n'allez pas retourner au Moyen-Âge, quand même, il vous dit. C'est-à-dire qu'ils vous tiennent les deux discours parfaitement contradictoires, mais avec une tranquillité et une impudence qui force l'admiration. Oui. On est pantois quand on entend ça. Et on voit bien quand même qu'il y a... Avant tout, avant les projets politiques et tout, il y a une manipulation de sémantique, une manipulation du vocabulaire et des références qui est constante. L'argumentation est exactement la même dans la crise de l'Église. Oui, exactement, c'est ça. C'est la même chose. Et ils nous mènent en bateau comme ça, sans arrêt. Ils sont toujours en contradiction avec quelque chose qu'ils ont dit avant. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir le but final, voilà. C'est-à-dire de... Ils vous disent, par exemple, on a la modification du rite, ça nous ramène à un rite plus originel. C'est plus proche de ce que faisaient les primitifs. Les primitifs. On dit, c'est donc voilà, on est retourné dans le passé, c'est très bien. Alors ça, c'est la vraie tradition, disent-ils. Voilà. Et puis par ailleurs, ils disent, il faut quand même arrêter. Il faut évoluer, vous comprenez. Il faut une église moderne, projetée dans l'avenir et tout. Et ouverte sur le monde. Et ouverte sur le monde, bien entendu. Vous ne voudriez quand même pas retourner au temps de l'Inquisition. Voilà. Bon, c'est toujours ce mécanisme. Je tire l'attention des auditeurs là-dessus parce que ça me paraît tout à fait significatif du mode de domestication des esprits. Oui. Et de sidération des esprits. Parce qu'évidemment, quand on passe sans arrêt d'un argument à l'autre, l'auditeur qui n'est pas très attentif ou le lecteur qui n'est pas très attentif, il y a un moment où il ne comprend plus de quoi on lui parle. Il n'y a que 10%, selon le fameux livre de Tacotine sur le viol des foules, il n'y a que 10% de personnes qui peuvent résister à ce système. Ouais. C'est bien de savoir d'ailleurs qu'il n'y a que 90% de crétins. Moi, j'aurais pensé qu'ils étaient beaucoup plus nombreux à sortir dans la rue. Mais donc, vous voyez, apparemment, vous êtes plus optimiste que moi. Je vous rends la parole, Pierre Hillard. Donc, pour revenir sur cette question... Vos propos me font penser à une plaisanterie comment il s'appelait, d'un humoriste français... la fin du 19e, c'est pas Alphonse Allais, mais enfin c'est la même famille qui disait il est bon d'avoir des idées arrêtées, mais pas toujours au même endroit. Finalement, c'est bon, tout est bon. En réalité, c'est la loi du plus fort. Hein. Ouais. Dans cette affaire, c'est la loi de la jungle. A raison celui qui arrive à imposer sa marque. Donc il faut bien comprendre que l'Europe qui se construit actuellement, c'est un tout. Il faut bien comprendre que les régions qui vont peu à peu avoir de l'importance. Là aussi, j'ai eu l'occasion de discuter pas mal de fois avec des personnes qui me disent mais le principe des régions, c'est excellent. Oui, dans un cas bien précis, la France de l'Ancien Régime avait non pas des régions mais des provinces. Mais les provinces de l'Ancien Régime, qui avaient à leur tête des intendants, ces intendants ne dépendaient pas d'une autorité supranationale, mais du roi de France. Il y avait une formule pour ça, on disait que l'intendant était le roi en sa province. Et il y a cette anecdote fameuse, au temps du règne de Louis XIV, où Louis XIV avait dû choisir un intendant pour la Bretagne, parce que bon, il y avait une autorité assez forte pour diriger la province, mais il y avait aussi en face des représentants bretons qui étaient solidement enracinés et qui défendaient les droits de la Bretagne. Et Louis XIV, fort conscient de la situation, avait choisi un intendant à poigne, mais en même temps diplomate, enfin bref, des qualités multiples. Et la cour, à l'époque, avait plaisanté sur le choix de cet intendant en disant que Louis XIV n'envoyait pas en Bretagne un intendant, mais un ambassadeur. Ce qui prouve qu'en face, il y avait du répondant. Le problème actuellement avec la construction européenne et de la régionalisation lancée par Raffarin, c'est que la direction suprême de la région, le président de région et puis ses représentants, ne vont pas dépendre du président de la République, façon roi de France, mais vont dépendre de Bruxelles. Et
c'est là où, personnellement, je m'y oppose fortement parce que c'est la destruction pure et simple de l'État-nation. Vous avez donc dans la construction européenne ou dans l'Europe 3 niveaux. L'Europe, au milieu l'État, et en bas la région. Dans une relation à 3, déjà dans une relation humaine, il y a toujours un en trop. Mais dans une construction de l'Europe à 3 niveaux, il y a fatalement un élément en trop. Et dans cette affaire, l'élément en trop qui est laminé, c'est l'État. Vous avez en bas la région qui va avoir de plus en plus de pouvoir et qui va traiter directement avec Bruxelles. Et entre les deux, la France, et comme tous les États de l'Union européenne, compressé façon casse-noix qui va partir à volo. On a déjà ça dans la justice, parce que la première instance, l'appel, et puis avant, il y avait la cassation qui était la Cour suprême qui se prononçait de façon définitive. Maintenant, vous avez une décision qui est prise en cassation, si ça ne convient pas, pof, on monte au tribunal européen, enfin la Cour de justice européenne. Et qui a le dernier mot. Et dont les décisions s'imposent aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir que c'est une application, en réalité, cette mesure, à l'origine du droit constitutionnel allemand, qui remonte à la République de Weimar. Vous aviez dans l'État allemand, le Reich allemand, les Länder. Et au début des années 20, il faut savoir d'abord que la constitution de la République de Weimar a été faite par un juriste juif allemand qui s'appelait Hugo Preuss, qui avait d'ailleurs institué le principe des Gauls, une sorte de gros département à la française, principe qui ne va pas être intégré dans la République de Weimar, mais qui va être repris par les nazis. L'ironie, c'est que les nazis vont appliquer un principe édicté par un juriste juif, Hugo Preuss. Bon. Et dans la République de Weimar, vous aviez cette fameuse formule, le droit du Reich prime le droit du Land. C'est-à-dire que le droit de l'État brise, c'était Bricht littéralement, le droit du Land, par exemple en matière d'impôts. Alors dans cette affaire, le Land le plus puissant et le plus peuplé, c'était la Prusse, donc c'est elle qui en réalité, sous le couvert du mot Reich, imposait sa loi aux autres Länder, Bavière, Bade-Württemberg, etc. Eh bien, ce même principe a été rehaussé, mais au niveau supérieur, c'est maintenant le droit européen prime le droit national. Mais alors, dans ce système-là, au fond, si tant est qu'on soit démocrate, ce qui n'est pas mon cas du tout, je le précise, mais enfin quand même, puisqu'on vit dans un système qui est censé être démocratique, je vais essayer de parler comme si je l'étais. Le résultat, c'est que les décisions sont prises par des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent, d'où ils tiennent leur pouvoir, parce que ce Christian von Bach dont vous parlez, il est l'élu de personne. Ah, mais c'est ça qui est frappant, c'est que ce professeur Yves Lequette s'est renseigné. Il a fait un article très intéressant dans la revue Dalloz, dont je rappelle la référence, 25 juillet 2002, numéro 28. Et il dit que finalement, on ne sait pas qui exactement a lancé cette mesure. Vous savez, c'est un peu comme pour tout le reste. Les documents que j'ai trouvés, les chartes des langues régionales, chartes d'autonomie régionale, etc. Finalement, officiellement, c'était le Conseil de l'Europe, plus exactement le CPLRE, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe, qui lançait le processus. Mais de quel droit des gens ont tout d'un coup décidé, enfin, non les Allemands, mais... En tout cas, de quelle autorité ? Oui, quelle autorité pour élaborer un corps de doctrine qui ensuite est imposé mordicus sans l'aval du peuple souverain. Parce que mais on le sait, ça ? D'où viennent ces gens-là ? Alors, dans le cas du projet de Code civil européen, on ne sait pas. Il n'y a pas d'information. C'est la force qui prime le droit. C'est la loi. Oui, voilà. Alors, une chose qui est intéressante. Extraordinaire. Ce sont les propos de Christian von Bach au sujet du financement, parce que l'argent nerf de la guerre, du financement du groupe d'études qu'il dirige pour ce Code civil européen. Alors, les indications de Christian von Bach en 2001 sont les suivantes, que c'est la société allemande de recherche scientifique qui s'appelle la Deutsche Forschungsgemeinschaft qui est l'élément clé, le fameux bailleur de fonds de ce groupe d'études. Mais il faut rajouter aussi quelques organisations hollandaises et flamandes qui participent à moindre mesure au soutien de ce groupe d'études, et aussi la fondation Onassis d'Athènes. Voilà. Donc on sait qu'il y a un point commun entre ces organisations. Il y a un esprit supranational. Un esprit évidemment acquis à l'idéologie libérale, l'idéologie non pas de la mondialisation mais l'esprit mondialiste. Qu'est-ce que c'est l'esprit mondialiste ? C'est l'esprit de la révolution, c'est l'appât du gain, c'est la jouissance effrénée. Et finalement, ce qu'on met en place, cette Europe des régions à base ethnique, vous allez avoir des groupes ethniques crispés sur leur petit terroir, avec une langue qui va dominer, c'est l'anglais, parce que l'anglais, grâce à l'entrisme américain, joue énormément, et puis l'anglais et l'allemand pour l'Europe centrale.
Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a absolument aucune légitimité démocratique dans cette affaire. Autrement dit, ce sont des gens qui n'ont absolument aucune autorité déléguée, enfin qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui n'ont aucune légitimité démocratique, pour reprendre votre mot, qui prennent des dispositions. Lesquelles dispositions sont appliquées, vous l'avez dit tout à l'heure, par Raffarin, par exemple, en ce qui concerne la régionalisation, où on dit, enfin, le Corse, le terroriste corse disait, il applique. Il ne fait qu'appliquer les volontés, enfin, le programme les directives. De l'Europe. Alors, la question qui se pose, c'est, selon vous, et selon ce que vous connaissez de cette question, est-ce que quand il fait ça, Raffarin adhère à un projet de façon active, c'est-à-dire il est pour ce système, il est lui aussi partisan du Solvay Coagula, de la destruction de la nation, pour la réintégration, enfin l'intégration floconneuse d'un ensemble de petits États ou de petites représentations locales qui seront des provinces, des départements, des régions, tout ce qu'on veut. Ou est-ce qu'il est contraint de le faire par... alors, et par quoi il peut être contraint ? Alors déjà, tout naturellement, Jean-Pierre Raffarin est acquis à la cause à l'Assemblée l'association, ou l'Assemblée, je ne sais plus, l'Association des régions de France. Tout naturellement, il fit les 15 nœuds pour parler... un peu vulgairement, il était acquis à la cause. Bon, de toute manière, il faut bien savoir que lorsqu'on arrive au sommet de l'État, on a auparavant montré patte blanche. Il faut obligatoirement montrer qu'on a une tournure d'esprit acquise à certains principes. Et donc, fatalement, à partir du moment où ces principes ont été remplis, eh bien, tout suit. J'allais dire, il faut bien que les principes de la Révolution aillent jusqu'à leur terme. Et je peux dire, voilà. Oui, il y a une chose intéressante dans cet article du Dalloz, c'est de savoir qu'est-ce qui est au centre, quelles sont les valeurs qui guident le nouveau. C'était la question que j'allais poser pour nouveau code européen. Cet entretien, parce que ça me paraît effectivement intéressant de savoir ce que contient ce. Enfin, quelle est la base de ça ? C'est très rapide. C'est le droit des obligations et le droit des biens immobiliers. Ce qui veut dire que absolument tout, y compris le droit de la famille, à partir de là, devient transactionnel d'un point de vue commercial. Ouais. Donc, normalement, ça devrait intéresser, puisque les échéances sont extrêmement courtes. Hein. C'est 2005 pour l'enseignement, et 2010, c'est l'application sur toute l'Europe. Vers 2010. C'est extraordinaire, parce que d'où tenez-vous cette information ? Alors, c'est Christian von Bahr. Il dit ça va être appliqué en 2010. Je vais vous lire le passage. À partir de 2005, le texte sera enseigné dans les facultés. Cette même année, toutes les institutions communautaires chargées de l'élaboration des textes législatifs et de leur mise en œuvre procédurale appliqueront concrètement ces nouvelles notions, solutions et terminologies communes. Puis, à partir de 2010, un corps de règles relatives aux droits des contrats dans l'Union européenne devra être adopté, qui prendra en compte les notions, solutions et terminologies développées précédemment. Voilà. C'est quand même incroyable. Ça n'a jamais été soumis à aucune je répète, la référence, recueil Le Dalloz, 25 juillet 2002. Et ce monsieur Lequette a eu la gentillesse de me citer dans son article où il dit, je peux lire le passage, derrière ce constat historique se dissimule un choix politique que les architectes européens se gardent bien de mettre en avant quoi qu'ils sous-tendent manifestement leur action. Il s'agit, en substituant un code civil européen aux différents droits civils nationaux, de contribuer au relâchement du lien social au sein de chaque société nationale afin de favoriser la mise en place d'une Europe fédérale des régions. Cette remarque, qui fera sans doute hausser les épaules à beaucoup, nous fait pourtant entrer au cœur du problème. L'Assemblée européenne, dont les résolutions sont à l'origine du projet de code civil européen, se montre très active pour la promotion de cette Europe fédérale des régions. Certaines de ses composantes ont élaboré une carte ethnique de l'Europe qui les conduit à redécouper les vieilles nations d'Europe à leur convenance. On consultera avec intérêt cette carte dans la 3e édition du livre de Pierre Hillard, etc. etc. Voilà. Écoutez, moi je trouve que l'information que vous nous apportez, c'est une information absolument capitale. Ça doit mobiliser. Il faut bien comprendre, en gros, que les auditeurs de Radio Courtoisie comprennent. Il y a l'Europe des régions basses ethniques qui se met en place de manière progressive, mais on y va. Il y a l'euro qui est la monnaie d'échange des régions constituant le futur État européen. Qu'est-ce qui reste pour encore un État ? Bon, il y a la police. Il y a une police européenne qui se met en place. Là aussi, c'est le ministère de l'Intérieur allemand qui est à l'origine de ça lors d'une résolution en juillet ou en juin 99 à Helsinki, lors d'une réunion du Conseil de l'Europe. Et qu'est-ce qui reste encore ? Le droit.
Voilà, on y est et ça y est, le processus est lancé. Sauf que le droit, c'est encore un peu plus grave que tout, dans la mesure où le droit, c'est aussi le rapport qu'on a avec une civilisation. Voilà, c'est l'âme d'un pays. C'est 2000 ans d'histoire qui sont, en tout cas, échangés contre autre chose dont on ne sait pas exactement vers quoi ça mène. Et qui entraîne aussi le droit des familles, encore une fois. Et il donne un exemple dans l'article qui est très intéressant, c'est que dans cette Europe-là, le droit musulman, par exemple, peut être tout à fait appliqué, et il l'est déjà dans plus ou moins, en réalité. Oui. Mais il y a une base juridique. Voilà, il y a une base juridique, et à partir de là... il y a un aspect qui me paraît intéressant. Pour nous, je dis pour nous, c'est-à-dire pour les Français, à propos de ça, c'est que s'il n'y a pas quelqu'un comme Thierry Lard pour et puis Michel Blanza, je vais en parler justement. Mais il faut des gens pour le relayer. Professeur Jacquet, Lequette, professeur Lequette, pour dire ça, il n'y a pas un seul politicien français. Alors là, tout parti confondu, de l'extrême gauche à l'extrême droite, il n'y a pas un politicien français qui dit attendez, il est en train de se passer quelque chose de dramatique. Ils sont tous en train de s'occuper de savoir si la fille va succéder au père, de savoir si c'est Juppé ou Juppette qui va être président de l'UMP, de savoir si c'est Mélenchon, Tartemol ou Tartampion qui va prendre le Parti Socialiste et tout. C'est la seule chose qui les intéresse. Mais là, c'est tout simplement la civilisation occidentale, la civilisation française qui est menacée directement à une date fixée. On nous dit c'est en 2010. Il a dit vers 2010. Voilà, on ne va pas chipoter. En général, ils tiennent à peu près leur... en général, on a grosso modo... calendrier. Voilà, le calendrier. Et tout le monde s'en fout. C'est quand même formidable. C'est ça que... Et ces gens-là viennent nous dire après, écoutez, faites-nous confiance, votez pour nous, on va vous aider. Vous savez, moi, j'ai suivi sur quelques signatures Pierre Hillard, j'ai vu que les gens même qui l'encadraient, même sur les domaines allemands, puisque théoriquement c'est un domaine allemand, où il n'y a jamais eu de relais. Il y a les grands professeurs qui s'occupent de ce genre de choses, ils n'ont jamais relayé. Vous avez, je sais pas, Grosser d'un côté, Dreyfus de l'autre, ou je sais pas qui d'autre, qui sont normalement les grands spécialistes de l'Allemagne. Rien du tout. Et les hommes politiques. Les hommes politiques. Alors, je sais que Pierre a essayé partout où c'était possible, avec un résultat tout à fait. Ça n'est pas nouveau du tout. Je parle de ça parce que on publie dans le livre journal de cette décade un papier qui est passionnant. Je le dis vraiment parce que moi, il m'a passionné de Michel Blanza sur ces les histoires du pan-germanisme tel que ça. Comment appelle-t-on ça? Les prophètes, on va dire. On va dire les prophètes. Les Cassandres. Ceux qui étaient capables. Sur les Cassandres, comme Sheridan, qui, avant la Première Guerre mondiale, disait attendez, voilà ce qui va se passer, regardez ce qui est en train de se produire. Son premier livre, il l'a fait en 1900. Il a expliqué très largement. Il a expliqué pourquoi il y aurait une Première Guerre mondiale. En 1916, il a fait un autre livre en expliquant en 1916 que la guerre serait sans doute gagnée par les Alliés dans un premier temps, mais que les Français la perdraient économiquement et qu'après ils ne seraient plus capables de subir la Seconde Guerre. Donc en 1916, vous aviez au moins 3-4 auteurs qui est prodigieux, parce que là on est au cœur du sujet que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'inconscience criminelle des politiciens français, c'est qu'à l'époque, quand Sheridan écrit son livre, il envoie une lettre à tous les députés et sénateurs français. On parle des années 30. Dans les années 30, quand il prévoit la deuxième guerre, celle qui arrive, il dit les raisons pour lesquelles elle allait exister, et c'était pas lié à l'hitlérisme, c'était lié au pan-germanisme. Ce sont deux choses différentes. Donc il envoie à tous les députés et sénateurs un texte circonstancié dans lequel il dit voilà ce qui va se produire. Il envoie à peu près à ses frais 700 lettres, en gros. Je ne sais plus, mais oui. Il reçoit une seule réponse. Et la réponse est la suivante. Cher monsieur, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre lettre et je trouve effectivement que les projets que vous soulignez et que vous mettez en lumière sont très inquiétants parce que dans ce cas-là, il n'y aurait plus de députés français. Nous ne pourrions plus être élus. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est la seule chose qui intéresse ce type, c'est qu'il va perdre sa place de député. Alors il n'est pas client du tout. Et le livre dans lequel Sheridan raconte ça, il est publié en 1942 en Amérique, où Sheridan a été 2 fois prophète. Il a 2 fois expliqué que la France allait s'effondrer. Et il a payé à ses propres frais. Il a fait ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il est allé dans tous les coins de France, sur des caisses à savon, à expliquer aux uns ou aux autres dans les préaux ce qui allait se passer, en pure perte, comme quelques autres, mais lui, beaucoup plus fortement et beaucoup plus intelligemment que d'autres, a su dire à peu près tout ce qui allait arriver. Sheridan et Bainville ont été les figures de proue, malheureusement pas entendues. Alors je tiens aussi à ajouter un autre élément, c'est que on me dit oui, effectivement, il y a une régionalisation ethnique de l'Europe qui se dessine, mais le vrai problème, c'est l'arrivée des populations du Sud.
population extra-européenne. Et en réalité, je réponds toujours à ces personnes que le problème est lié. Effectivement, ce qui nous attend, c'est une Europe des régions basaltiques, mais les populations immigrées extra-européennes, nord-africaines, asiatiques, etc., qui s'installent en France, mais aussi en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, etc., vont pouvoir réclamer une extension de ces droits en leur faveur. Donc, le 9-3, comme on dit de plus en plus malheureusement, va devenir une région à base ethnique. Mais oui, mais évidemment, ça sera plus ressemblant de la région d'Oran ou de Constantine que de l'Île-de-France typique. Et en été, on va avoir ce que j'appelle des Kosovos. Et c'est bien terrible. Plus que ça, parce que théoriquement, d'après les calculs de l'ONU tels qu'ils sont dits dans le Figaro aujourd'hui, moi je n'étais pas arrivé à un tel chiffre, mais entre 1995 et 2050, la France est censée absorber 94 millions d'étrangers. Autant dire que c'est plutôt l'inverse. Moi, je tiens à dire que j'ai pas de place à la maison. Je sais pas où ils le mettront, mais pas chez moi. Ça, c'est clair. Enfin bon, non, mais c'est pour vous dire ça. On a déjà ça aussi, c'est un problème qui est annoncé depuis quelques années. Ça fait 2 ans qu'on en a parlé dans le Libre Journal. C'est le plan Greenblatt de l'ONU. Et c'est ce qui fait qu'en Italie, ces derniers jours, ils ont naturalisé 500 000 d'un seul coup. C'est la 2e fois en 4-5 ans qu'ils naturalisent Bon, qu'on le veuille, quoi qu'on en pense. En tout cas, ça fait un changement sur la population, et ça fait des changements extrêmement rapides. En 4-5 ans, la vie des pays ne s'organise plus du tout de la même manière. Avec des effets rigolos. Ça ne fait pas du tout l'effet d'un débat démocratique, nulle part. Je vais vous donner la parole, Victoria. Alors, pleurnichez pas, parce que je voudrais faire une parenthèse, si vous permettez, Pierre, à propos de l'évolution, non seulement des populations, mais des mentalités. Il y a dans l'Est républicain de samedi, il y a un papier avec une photographie. Vous allez dire, ça n'a rien à voir. À Nancy, il y a une association qui s'appelle Vivre en Ville, qui a pris un coup de calgon parce que les voitures stationnent n'importe comment. Alors, les gars de l'association, ils ont pris des pots de peinture, des pots de gouache. C'est pas grave, la gouache, ça se lave très facilement. Des pots de gouache blanche. Et ils se sont baladés en ville, et toutes les bagnoles qui étaient mal stationnées, ils les ont badigeonnées avec de la gouache blanche. Alors, je lis un extrait de l'article. Allez voir de quoi je parle. C'est une manière de symboliser de façon ludique la gêne occasionnée par ces voitures aux cyclistes et piétons, surtout ceux avec poussettes. Alors, ils s'arrêtent donc à un endroit où il y avait une voiture occupée par 2 personnes. Et on voit la photo d'ailleurs, ils badigeonnent la voiture de gouache blanche. Alors, le conducteur, découvrant cette drôle d'initiative sur le capot de son auto, a bien tenté de protester. On le voit, il va sortir de sa voiture pour aller engueuler les gars en disant « Vous foutez de moi, non ?» Bon. Réalisant qu'il était en infériorité numérique, il a vite coupé court au dialogue de sourds et repris sa route. Vous avez bien compris. Là-dessus, la suite de l'article. Écoutez bien, ça vaut 1000, ça. On voit, on est devenu un pays de lopettes. Les militants ont ensuite, ouvrez les guillemets, épargné, fermez les guillemets, un véhicule, craignant la réaction de ces 3 occupants masculins, dont on doute en effet que l'initiative les aurait fait sourire. Moi, je sais exactement ce qui s'est passé. Il y avait 3 beurs dans une bagnole, ils sont arrivés avec leur peinture, les gars, ils ont vu que c'était eux, ils se sont dit, oh là là, ceux-là, les occupants masculins, on va les laisser tranquilles. Quand c'est une bonne femme qui est au volant, on badigeonne la tire. Alors là, il n'y a aucun problème. Ou quand c'est un bonhomme tout seul, on est 4, on peut y aller. Mais 3 occupants, là, ça va plus du tout. Là. Ça change. Voilà ce que ça produit sur les mentalités. C'est à Nancy. Nancy, c'est quand même pas très loin de Verdun. Si je me souviens comme ça, parce que le droit donne raison ces dernières années au comportement lâche des Français. Voilà. Non seulement donne raison, mais le droit impose la lâcheté. Si vous faites quoi que ce soit qui est un acte simplement de civisme ou un acte d'autodéfense, vous êtes bon. Vous y allez tout droit. Il y a une chose que je tiens à préciser aux auditeurs de Radio Courtoisie dans la construction européenne, qu'ils aient certains éléments en tête. Je parlais tout à l'heure, et j'étais incomplet, de 3 niveaux, l'Europe, l'État, la région. Or, avec la méthode de Raffarin, la région, peu à peu, va acquérir des droits au point que l'État pèsera plus lourd, ça sera le retour à l'an 1000. Et Raffarin a lancé un processus qui commence à partir du 1er janvier 2003 pour l'Alsace. L'Alsace va pouvoir traiter directement avec Bruxelles, non plus avec l'État français, avec Bruxelles pour gérer les fonds structurels. Les fonds structurels européens, c'est l'aménagement du territoire, c'est l'agriculture. Enfin, en gros, c'est la tirelire qui permet à une région. Donc finalement, on va avoir l'Alsace
et ensuite toutes les régions de France, traiter directement gros sous avec Bruxelles. L'État français, il disparaît. Et dernière information, il y a peu de temps de ça, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, est passé en Corse et il a dit qu'il favoriserait la promotion de la langue corse et le recrutement dans certains domaines de l'administration de Corse et non pas de continentaux. C'est-à-dire on va assister à une corcisation. Alors, moi je voudrais bien qu'on francise en France aussi. Voilà, principe qui va être étendu à toutes les régions de France, Alsace et compagnie. Mais j'ai envie de dire, on parle de la préférence nationale qui est rejeté comme atroce. Voilà. Mais là, il y a une préférence régionale. C'est pas honteux, ça? Non, ça pas. Cela dit, il faut quand même tenir compte du caractère complètement bidon de ces déclarations, parce que quand M. Sarkozy prétend qu'il va privilégier ou favoriser la langue corse, il se fout du monde. Il ne sait pas, ou il sait très bien, ou il sait pas, il est ignare, ou il sait très bien, il ment, que la langue corse, il n'y a pas de langue corse. Il y a des langues corse. Il y a autant de langues corse comme le breton que de vallées. Et j'ai vécu... Enfin, je suis allé suffisamment en Corse à parler avec les gens. J'ai assisté à des engueulades phénoménales entre les gens de la région de la Castagniccia, les gens de la Petite Balagne, qui parlent pas la même langue, tout simplement. Ils n'ont pas le même vocabulaire. Dans un des coins, une veste, ça se dit avesta. Dans l'autre coin, ça se dit ayagueta. Et donc, quand ils se parlent, tout simplement, ils n'utilisent pas le même vocabulaire. C'est la même langue, si on veut, mais avec des vocabulaires différents. Quand ils vont rédiger des textes officiels dans une langue où, pour le même mot, pour exprimer la même idée, il y a autant de mots que de villages, ils vont finir par l'écrire en anglais. Mais vous rigolez. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église quand il est dans les pays, par exemple en Arabie Saoudite, quand il y a une messe clandestine qui est dite, où on réunit les cadres des entreprises qui travaillent dans le coin, ils se réunissent dans un appartement et il y a un curé qui vient déguisé en passe-muraille et qui célèbre la messe. Alors il célèbre la messe pour des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Français, des Anglais, des Allemands et tout. La messe est dite en quoi? Pas en latin, puisque le latin est une langue interdite. Elle est dite en anglais. Mais moi je suis allé à Bagdad et j'ai fait tous les rites chaldéens, syriaques, arméniens, etc. Et j'ai voulu aller donc à la messe latine. La messe était intégralement en anglais. Ah voilà. Et oui. Et il faut bien comprendre que cette Europe qui se met en place, c'est ça qui est terrible. Vous avez des personnes acquises à la cause régionale et qui veulent défendre un peu le terroir. Mais c'est une excellente chose, vouloir maintenir la diversité. Mais le problème, c'est qu'en réalité, c'est un fruit empoisonné. On va assister à l'émiettement des États-nations, des régions dépourvues de véritables forces pour vraiment imposer leurs lois. Donc, on va avoir des régions fortes, les plus fortes économiquement, ce sont les régions, enfin les provinces, pour reprendre l'expression d'autrefois, de l'Europe centrale, c'est la Bavière, la Rhénanie-Westphalie, donc le bloc germanique qui va imposer sa loi. Et tout ça, c'est une Europe du marché. On va créer des gens formatés d'une certaine manière pour consommer la même chose, pour vivre de la même manière, et tout ça avec une langue commune, l'anglais, et l'anglais et l'allemand pour l'Europe centrale. Voilà. Donc finalement, c'est un attrape-couillon, pardonnez-moi l'expression, que cette défense des régions, qui à la base est une bonne chose, mais qui est viciée. Merci Pierre. Je voulais vous poser une question. Oui, j'ai un petit élément. Oui. Je fais une dédicace au Paul Léonard de Vinci, samedi prochain, 23 novembre, à Quartier de la Défense. Donc c'est à partir de 11h jusqu'à 19h. Quel endroit précisément? C'est Paul Léonard de Vinci. Il faut descendre au métro Arche de la Défense, je crois. Voilà. Et sinon, il y a du vent là-bas. Et sinon, mon livre Minorité et Régionalisme à toutes les librairies comme Duquesne Diffusion, France Livre, La Licorne Bleue et la Librairie Nationale, comme aussi Âmes et Racines à Versailles. Mon livre peut être obtenu, donc Minorité et Régionalisme, aux éditions François-Xavier Guibert. Très bien. Et cette information sur le Code civil européen, vous avez l'intention d'en faire un article? Alors dans un journal? J'ai déjà fait un article là-dessus, qui va sortir dans quelques jours dans la revue Balkan Info. D'accord. Balkan Info, voilà. Balkan Info. Balkan Info, c'est une espèce de libre journal balkanique. En français. Voilà, Balkan Info qui maintenant s'appelle BI. D'ailleurs, c'est normal. BI, bulletin d'information, mais on utilise un peu les deux termes. Mais Lanza aussi travaille à Balkan Info. Oui, c'est du travail, comme au Libre Journal. Voilà. C'est du travail. Enfin, si vous voulez lire le papier de Lanza qui est très bon, vous lisez le Libre Journal, 4 places Francis, oui, il faut absolument. Mais pas ce papier-là, les papiers en général. Mais tout le Libre Journal est à lire. Oui, c'est vrai, absolument. Il y a pas de... Et puis sinon, si vous voulez pas lire le Libre Journal, vous pouvez lire Hillard. Vous n'y pensez pas suffisamment. Info, puisqu'il veut pas travailler. Vous avez un excellent journal.
Merci, c'est gentil de le dire. Vous pensez Alors, qu'est-ce que tu veux, Amiche? Pourriez-vous répéter votre dédicace. signature? À la dédicace, samedi 23 novembre, de 11h à 19h, quartier de la Défense, au pôle Léonard de Vinci, métro... C'est métro la Défense. On se débrouille pour le métro. Voilà. Je trouve très beau Daniel Amiche. Il a un côté pasteur méthodiste qui aurait paumé son col blanc. T'es très très beau, Daniel, avec ta petite barbiche. Qu'est-ce qu'il est magnifique, ce garçon. Je peux bien faire des compliments pour l'usage que j'en ai. Victoria, des messages. Alors, nous ne devons pas nous plaindre, car de tout le mal qui va nous arriver, nous le devons au peuple de droite qui a toujours fait preuve d'inertie et préfère faire des constats que se révolter vraiment. Le peuple de Goitre. Je voudrais dire à un monsieur qui envoie... Non, mais une minute, je peux parler. Il y a un monsieur qui envoie des lettres anonymes par fax, avec des torrents d'injures. C'est très bien, monsieur, mais je vous l'ai déjà dit une fois, je vais vous le répéter, parce que visiblement ça ne pénètre pas votre boîte crânienne. Quand on envoie un fax anonyme, il y a un bouton sur le fax qui permet d'enlever le numéro de téléphone de l'expéditeur. Vous oubliez d'appuyer. Résultat, je reçois votre torrent d'injures anonyme, mais tout en haut, il y a une toute petite ligne qui indique 2011 002 1835, numéro de téléphone. Alors, je le donnerai pas, mais il y a même votre nom en plus. Donc, si vous envoyez des lettres anonymes signées, et en plus avec le contenu, vous vous exposez à des déboires. Un jour ou l'autre, vous allez avoir des ennuis, vous allez avoir la police de la pensée qui va tomber sur le rable, parce que ce que vous écrivez, c'est quand même un aller simple pour la correctionnelle. Hein. Voilà. C'est le petit peuple qui a beaucoup souffert, risque de vous en vouloir gravement. Je rends la parole à Victoria. Qui piaffe. D'accord avec tout ce que j'entends, car la France est en train de perdre son autonomie, sa souveraineté. Ceci dit, que proposez-vous? Donnez-leur des idées. Il y a des hommes politiques pour ça. On se plaint actuellement de la régionalisation de l'Europe et de la France, mais dans le futur, tout cela rentrera dans l'ordre puisque nous deviendrons une Europe islamique. Déjà, à quelques mégahertz de radio courtoisie, on peut entendre la prière musulmane du soir. Que pensez-vous, monsieur Hillard, de la Guadeloupe et de la Martinique? Moi, je pense que ça va être lâché comme la Corse. Il y a des risques, effectivement. Que pensez-vous de l'exemple espagnol par rapport à l'autonomie des provinces? Je réponds tout de suite. Oui. Il faut savoir que l'Espagne, depuis la mort de Franco, s'est dotée de régions autonomes, la Catalogne, Pays Basque, et que ce principe est terriblement soutenu par les Allemands. Il faut savoir que au sein des instituts européens, les Allemands tiennent les postes ayant trait à la promotion du régionalisme, des langues régionales, et ils travaillent main dans la main avec les Catalans et les Basques. Et il faut savoir, par exemple, que le projet de charte de l'autonomie régionale, recommandation 34... Ils leur font le coup de la Légion Condor. Oui, c'est donc un Allemand, Peter Rabe, mais le président de groupe de travail, c'est un Catalan, Liber Quatre Casas. Donc, en réalité, l'Espagne file un mauvais coton, parce que c'est ça qui est terrible. Ce sont les situations où on est dans les zones intermédiaires, où finalement on n'a pas encore atteint le niveau d'éclatement complet. Alors il y a encore l'hésitation, l'espoir qui fait vivre, que finalement les choses vont peut-être s'arranger. Non, l'Espagne est en train de se décomposer, et le Pays Basque et la Catalogne sont les figures de proue, et qui s'émancipent encore plus parce que les institutions européennes l'y poussent, et les Allemands, ils se frottent les mains. Attention, parce qu'on a deux citoyens d'honneur espagnols, par le marquis d'Olmeta, qui lui est carrément marquis d'Olmeta. Donc dans le micro. Et Amiche, tu voulais dire quelque chose? Ah oui, avec plaisir. Merci Serge de prendre un peu de ton temps. C'est gentil, mais je vais me venger tout à l'heure, t'inquiète pas. C'était pour dire qu'il faut pas comparer ce qui est pas comparable. L'Espagne, qu'est-ce que c'est? Actuellement, c'est un roi qui est en quelque sorte le fédérateur d'un grand nombre de royaumes ou de principautés. Une quinzaine, 16, 18, je ne sais plus exactement. C'est un peu comme l'Allemagne. 17. Je crois. Enfin, bref. Merci Pierre. L'Allemagne, c'est un peu la même chose. Quand on voit l'unité allemande, ça s'est fait autour du Kaiser, mais en même temps avec un grand respect des autonomies, des royaumes, des principautés, des duchés allemands. La France, c'est totalement différent. C'est une nation où il n'y a pas de principauté et de royaume. C'est une nation qui s'est faite autour des Capétiens,
pour faire un seul pays, avec sans doute des grandes différences régionales, le respect. Non, mais attends, le royaume de le duché de Savoie ne faisait pas partie du royaume de France. Le comté de Nice, il faut remonter jusqu'à Napoléon III pour avoir l'élection. Non, c'est très différent. Donc encore une fois, si le modèle fédéraliste tel que le rêvent les eurocrates de Bruxelles est tout à fait compréhensible pour l'Espagne, pour l'Allemagne, même pour l'Italie. Quand on réfléchit bien, pour l'Italie, c'est tout à fait possible, parce que c'est aussi une espèce de mosaïque de royaumes. Parce que la monarchie savoisienne ou savoyenne est quand même très très récente. Cette monarchie de francs-maçons, c'est quand même très très récent. Voilà, donc il y avait le Grand-Duché de Parme, il y avait le Royaume de Sicile, qui était quand même plus gros territorialement et démographiquement que toute l'Italie du Nord. Bon, et la France est très 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 différent. Donc on veut nous faire rentrer dans un moule. Oui. Mais qui ne nous concerne pas, c'est pas notre affaire. Bon, on y reviendra sur cette question, parce que je voudrais quand même garder un peu de temps pour donner la parole au marquis. Pardon. Non, mais il est pas fâché, simplement il va te casser la gueule à la sortie. C'est pas grave, vous habitez. Alors la suite. Actuellement, c'est chez les protestants, dont beaucoup parlent allemand, qu'on recrute les fonctionnaires. La Hollande et la Flandre sont de tout petits pays qui sont jaloux des gros. Monsieur Hillard, vous réclamez-vous du souverainisme? Je suis français, patriote français, et d'ailleurs j'en profite pour donc affirmer tout ceci. J'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à visiter le site internet de Jeune France, www.jeune-france.org. Alors je répète, www.jeune-france.org, qui est un site qui s'occupe à la fois de politique, d'histoire et de littérature, et qui défend la cause française, la cause nationale, patriote. Et on a le droit de le regarder même si on n'est pas jeune. Et tous les âges, donc www.jeune-france.org. J'invite les personnes à le faire. Ce site est dirigé par un garçon courageux qui s'appelle Raphaël Dargent, qui est professeur, et qui donc cherche à promouvoir la cause nationale. Voilà. Quand aura lieu votre prochaine conférence? J'ai une conférence à Rennes le 6 décembre. Donc, mais j'ai pas encore de précision à ce sujet, donc voilà, j'en sais pas. On l'annoncera, vous nous le ferez savoir. Pourriez-vous donner des indications précises sur le découpage régional et transnational dont vous parlez? Je crois qu'on l'a dit. C'est mon livre. Laissez-moi finir. J'aimerais bien que vous redonniez le titre de votre livre. Minorité et régionalisme. Aux éditions François-Xavier Guibert. Minorité régionale. Alors, il y a un sous-titre, Enquête sur le plan allemand, qui va bouleverser l'Europe. Bon, un sous-titre qui cherche à accrocher le regard du client, si je puis dire, mais qui malheureusement est vrai. C'est, vous savez, j'aurais trouvé des documents européens rédigés uniquement par des Espagnols, j'aurais dit enquête sur le plan espagnol qui va bouleverser l'Europe. Non, c'est allemand. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un plan espagnol, Amiche? Non, mais il y a une grande différence, c'est qu'en Espagne, on parle beaucoup de langues. Oui. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de langue espagnole, il faut parler du castillan. Parce qu'il y a le valencien, il y a le catalan, il y a le basque, il y a tout ce qu'on veut. En Allemagne, on ne parle qu'une seule langue. C'est ça qui fait la force. D'ailleurs, la carte que Serge de Becketch a eu la gentillesse de publier dans la revue Le Livre Journal, cette carte est révélatrice. Il y avait un bloc d'une seule couleur qui regroupait l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse alémanique, l'Alsace, la Moselle, le Luxembourg, et puis une France éclatée, et puis on voyait l'Espagne aussi. Ouais. Et c'est ça qui fait la force des Allemands. Il y a une unité culturelle. Ils ont quelques minorités avec les Sorabes, minorités slaves, les Frisons, enfin rien. Ils ont 150 000 sur 80 millions d'habitants. C'est pas ça qui va les arrêter. Non. Aucun homme politique, dites-vous, n'en parle. Mais si, Philippe de Villiers. À ma connaissance, Philippe de Villiers je lui ai envoyé mon livre, il m'a envoyé un mot de remerciement. J'en suis heureux, mais j'aimerais qu'il en parle à la télévision ou dans des articles du journal. Mais vous savez, il n'y a pas de secret. Philippe de Villiers, Jean-Pierre Chevènement, Jacques Millard, Georges Sarr, les principaux hommes politiques de gauche et de droite qui officiellement défendent la cause nationale ont eu mon livre. Et j'ai eu l'occasion de savoir qu'ils étaient d'accord. Fort bien, mais qu'ils en parlent. En parlent. C'est peut-être pas autorisé aussi. Si je leur envoyais ce livre, il y a une raison, c'est qu'ils ont la possibilité d'en parler à la télévision, à la radio. Il faut qu'ils en parlent, mais ça... Quand ils viennent à Radio Courtoisie, ils sont libres. Oui. Ces gens-là. Oui. Donc ils peuvent en parler quand ils viennent.
On me reproche de taper sur la Révolution alors que c'est la Révolution qui a fait la République une et indivisible. Instauration du français comme langue obligatoire, qu'en pense Serge Beckett? Je ne répondrai même pas à cette provocation de bas étage. Alors, la même entreprise concerne l'éducation nationale. C'est l'OCDE qui dirige la réforme depuis une dizaine d'années. Mes sources, entre autres, Pascal, Bernardin, Machiavel, pédagogue. C'est un beau bouquin aussi. Émission remarquable. Pourriez-vous nous dire quelles sont les motivations des gens qui veulent tout détruire? On a partiellement répondu à cette question. Le problème, c'est que les questions arrivent après qu'on ait répondu souvent. Ben oui. Voilà. Je suis un ancien militaire. Tous les anciens de 39-45, Indo et Algérie me disaient, tous, que l'on aurait une troisième guerre avec l'Allemagne. Je les trouvais à l'époque un peu nostalgiques de leurs états de service, mais en 2002, force est de constater qu'ils avaient raison. La guerre, c'est pas forcément de se confronter avec des fusils. Voilà, vous savez, je sais plus qui disait, la paix c'est la guerre. Oui. C'est-à-dire que quelquefois... disait Orwell. Voilà, et que finalement, quelquefois, on peut faire passer une politique, non pas avec des chars, des fusils, mais avec des lois. Des mesures, et c'est ça je suis admiratif du travail, j'allais dire juridique, constitutionnel, politique des Allemands dans la construction européenne, où finalement ils arrivent à insuffler des principes, j'appelle ça leur spiritualité politique, et finalement ils arrivent à obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la voie militaire. Alors il y a donc déjà cet éclatement de cette Europe en groupes ethniques, ethno-régionalistes, mais il y a aussi le problème, et c'est ça qui est une cause mortelle, de la présence de populations extra-européennes qui vont profiter de ces documents. Oui, une question encore, Victoria. Un auditeur demande si votre signature est bien le samedi 30 et non le vendredi 29. Ah non, samedi 23, samedi qui vient. Voilà, samedi 20, nous sommes mercredi 20, samedi 23 novembre. Samedi 23 novembre, Paul Léonard c'est pas à Vincennes, c'est à Paul Léonard de Vinci, quartier de la Défense, métro, la Défense, comme ça. Bien, merci Pierre Hidard. Merci Michel Blanza. Maintenant, on va inaugurer une nouvelle chronique. On va essayer de s'amuser un petit peu. Vous savez que le marquis d'Olmeta est là, et je me suis dit, puisqu'on a un marquis sous la main, on va lui faire des mondanités. Donc, à partir de maintenant, de temps en temps, une fois par mois à peu près, il y aura la minute du marquis. On verra si ça vous plaît. Enfin, surtout si ça me plaît à moi, d'ailleurs, parce que... Voilà. Donc... Si vous voulez, mon cher Franck, envoyez le générique de présentation. Alors, c'est le fils de la joyeuse. Voilà, oui. Les initiés comprendront. Il y a la veuve et la joyeuse, enfin, tout y est. On va peut-être pas commencer par des choses tout à fait rigolotes, mais des choses sérieuses, puisque je suis venu, et je vais inaugurer cette petite rubrique, en vous parlant de Siméon de Bulgarie, que j'ai eu le plaisir et le bonheur de voir lorsqu'il est venu en visite officielle en France pendant 3 jours. C'est pas courant de voir un Premier ministre qui est le roi, ou un roi qui est le Premier ministre. Voilà, alors protocolairement, on ne sait pas trop comment l'appeler. Enfin si, évidemment, l'ambassadeur lui collait à la culotte le soir de la réception à l'ambassade, et s'il a fait dire Monsieur le Premier ministre. Mais l'après-midi, à l'Académie française, Jean Dutour, d'ailleurs, l'a rappelé lundi, chez Jean Ferré, lui a donné du cire, en disant qu'on n'avait pas l'occasion tous les jours de dire cire à quelqu'un, que c'était bien agréable. Bon, là, je vais être sérieux 2 minutes. Moi, en dehors de vous, Serge, c'est le seul homme au monde que j'admire vraiment. Il y a des gens qui m'impressionnent beaucoup. Il y a des gens qui m'impressionnent. Il y a des gens qui m'impressionnent beaucoup, mais Siméon de Bulgarie me bouleverse. Parce que il représente pour moi le mot servir. Parce que sans bruit, pendant des années, puisqu'il a quitté son pays chassé par les communistes, il avait entre 7 et 8 ans, et qu'il y retourne des années après, à la suite d'élections, parce qu'il a fondé un parti politique, et qu'il est nommé Premier ministre, je trouve qu'il représente 2 choses. Le mot servir, et également la phrase de vieux maître à tous, le désespoir en politique est une sottise absolue. Ayant eu le bonheur de le croiser à l'ambassade, d'ailleurs le carton est amusant et je suggère aux maîtresses de maison parisiennes qui redoutent les hirondelles dans les cocktails de faire un vin d'honneur bulgare. Là, les femmes du monde ne se transformeront pas instantanément en sauterelles parce que le buffet nous a laissé le temps de discuter tranquillement.
je disais alors au premier. C'est le buffet, on trouvait pas de saucisson, ou le buffet, on trouvait pas de fromage. Bon, il y avait comme en Bulgarie, quoi. C'est-à-dire que bon, voilà. Mais on n'était pas là pour ça. Hein, et il faut bien le dire. C'est un pays pauvre, donc on pouvait pas faire dans le mot est faible même là. Voilà, oui, le mot est faible. Alors bon, avant d'être sérieux 2 secondes, je voudrais dire que quand j'ai reçu le carton, j'étais très heureux. Et j'ai téléphoné qu'on me demandait pour dire que je viendrais. Et la dame du service du protocole, je dis ici, monsieur Dolmeta, je réponds à votre invitation, je viendrai pour la réception pour le roi Siméon. Et immédiatement, à l'autre bout, j'ai entendu « Monsieur le Premier ministre, Saxe-Cobourg-Gotha ». Et alors, j'ai fait exprès de dire 3 ou 4 fois dans la conversation le roi, et à chaque fois, j'ai eu le droit à « Monsieur le Premier ministre, Saxe-Cobourg-Gotha ». Très bien. Et effectivement, pendant toute la réception, il était collé à la culotte par l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'il y avait que des Bulgares et 3 ou 4 Français égarés. Et ben, tout le monde l'a appelé Monsieur le Premier ministre. Et j'ai eu l'occasion d'avoir un aparté avec lui, avec 2 de ses cousines, les cousines Wurtemberg. Et je disais qu'il avait certainement beaucoup de travail. Alors, on m'a appris qu'il travaillait 18 heures par jour, en sachant pertinemment qu'il avait que des coups à prendre, parce que pour l'instant il essaye de faire venir les investisseurs dans son pays, mais les gens les plus malheureux qui avaient mis tellement d'espoir en lui pensaient qu'il avait une baguette magique et que 3 jours après son arrivée tout allait être rose, ce qui n'est pas le cas. Et je m'étonnais en disant en plus son épouse, qui est une femme extrêmement discrète, réservée, et qui lui a donné des preuves d'amour, parce que le lendemain de son mariage elle a appris le bulgare, et elle avait une vie extrêmement... Oui, c'est une preuve d'amour. Oui, ça on peut dire. Et cette femme qui avait une vie intéressante et agréable à Madrid, de femme du monde qui vivait dans la discrétion, là voilà, c'est ce que je pensais, en train d'inaugurer des crèches avec des gosses morveux qui l'embrassent, etc. Et on m'a dit, mais pas du tout. La femme du président de la République de Bulgarie veille à ce qu'elle ne soit pas populaire. Et elle lui colle au train sans arrêt pour éviter justement que... parce qu'il y a le Premier ministre, bon, c'est monsieur de Saxe-Cobourg-Gotha, mais sa femme, si elle devient populaire, c'est la reine. Donc, voilà. Voilà, on voit que dans tous les pays du monde, il y a des priorités. Alors la priorité en Bulgarie à l'heure actuelle, apparemment, c'est d'empêcher la reine des Bulgares d'être populaire. Voilà, il faut que monsieur de Saxe-Cobourg-Gotha reste pour l'instant monsieur de Saxe-Cobourg-Gotha, et puis de toute façon, si tout va très bien, on le remerciera pas, et s'il rate son coup, il sera gentiment crucifié. Puis voilà. Merci Marquis. Bon, c'était pas, on n'a pas commencé d'une façon rigolote, mais d'une façon intéressante. Je vous remercie parce que bon, personne n'a parlé de ça. Je précise que vous avez oublié de dire que quand même, il m'arrive de collaborer au Livre Journal. J'allais le faire. Ah, vous m'avez fait peur. Merci. On passe à la deuxième partie de l'émission où je volerai comme d'habitude quelques minutes à Mich. Eh bien, bonsoir à nos amis auditeurs pour la seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch, Daniel Amiche derrière le micro, qui a enfin pris le micro. Mais toujours en présence de Serge de Beketch, de notre camarade Victoria. Hein, toujours. J'ai toujours des petites annonces et puis j'ai oui, on verra pour les petites annonces. Commencez pas à nous... messages qui sont assez rigolos. Et alors surtout bon... du révérend Père Arguarche qu'on a le bonheur de recevoir. On dit révérend Père. Oui, révérend Père. Oui, ça fait un peu âgé quand on dit révérend. Non, révérend Père. Je me sens encore plus jeune. Vous êtes plus jeune que moi, mais vous êtes un révérend père. Moi, je suis pas révérend père. Voilà. Alors, cela dit, vous n'êtes toujours pas en prison, alors. Non, j'ai pas encore été mis en examen, mais il y a une montée actuellement de la police et de la gendarmerie. Alors, 2 ans après cette affaire épouvantable de ce gosse qui s'est donné la mort chez nous, certains disent d'ailleurs que s'il s'est donné la mort chez nous, c'est parce qu'il était heureux chez nous. C'est une des explications peut-être, évidemment. On ne peut pas savoir encore, mais on sait que c'est pour des raisons familiales que cet enfant s'est donné la mort. Pour nous, ça a été terrible, et puis on le pleure toujours, parce que c'est un de nos enfants, et qu'on l'aimait beaucoup. Et alors, maintenant, on veut profiter de ça pour, effectivement, fermer le village d'enfants de Riomont pour des questions pédagogiques. Autrement dit, actuellement, 2 ans après, les enfants sont, pour certains, à leur 3e interrogatoire. Un véritable harcèlement, soit de la police, soit de la gendarmerie. Du côté de la gendarmerie, ça va un peu mieux. C'est surtout la police. Et on veut avoir, en fait, une plainte d'enfants ou de parents d'enfants contre nous, pour, je pense, sans doute me mettre en examen, pour prouver qu'il y a des sévices à Riomont. Voilà, il y a des sévices. Qu'est-ce que tu as vu, etc. Alors les enfants sont poussés dans leur retranchement. Hein, il est évident qu'il y a pu y avoir une paire de claques un jour, mais voilà où on en est. Par contre, du côté de la gendarmerie, un enfant a été interrogé hier ou avant-hier
Et le gendarme m'a dit, au bout d'1h30 de questions et d'entretien, il a dit, tu as bien de la chance d'avoir été dans cette école. C'est un enfant qui est parti. Tu as bien de la chance. Tout ce que tu me dis est magnifique. Tu as bien de la chance. Mais moi, tu vois, j'ai des ordres. Et les questions que je t'ai posées, c'était vraiment pour savoir si tu as assisté à des scènes abominables, pas de torture d'enfants, mais presque, dans ce village. Voilà où on en est. Donc 2 ans et demi après, Serge. C'est quand même incroyable. C'est pas comme si on avait changé de gouvernement. Je rappelle qu'il n'y a pas de changement. Alors, c'est d'autant plus scandaleux que cet été, vous avez été contrôlé dans les camps que vous organisez. Combien de fois? 7 fois? Non, on a été contrôlé en fait 3 fois. 3 fois. Bon, ça va, alors c'est 3 fois en 7 semaines, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. 3 fois. Je parle de ça parce que il y a un site internet de Riomont qui est, je l'ai regardé hier, il est magnifique. C'est un modèle du genre. Pareil. Vraiment magnifique. Mais je le disais depuis longtemps. Oui, Serge, mais non, il n'était pas comme ça. Il n'était pas aussi parfait. Ah non, pas au début. Il est magnifique. Il est complet, très très complet. On peut visiter le village. L'adresse, c'est... L'adresse du site, voilà, je crois que ça va intéresser les auditeurs. Vous la connaissez? Je ne l'ai pas de mémoire, moi, attendez. C'est Wawawa, sans doute. Non, c'est... voilà. Ah ouais, c'est très facile, c'est riomont.net. Non, il n'y a pas Wawawa, c'est http://riomont.net. Mais vous tapez riomont.net et ça vient. Ça vient. Et c'est super. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que les gens qui s'occupent de ce site ont eu l'excellente idée de publier les rapports d'enquête, de visites qui ont été faits par tous les services qui s'occupent des camps de vacances et tout. Et c'est pas des rapports, c'est des distributions de Légion d'honneur. Tous les gens, c'est frappant, hein, oui, la qualité on a appris qu'une Croix de Saint-Louis, on dit Croix de Saint-Louis. On en a appris qu'une partie, parce que, évidemment, on a reçu des centaines de lettres. Remarquable, propreté impeccable, gestion impeccable, tenue impeccable, les enfants sont bien, enfin, c'est tout à fait étonnant. Alors, d'une part, il y a ça, et d'autre part, il y a une espèce de harcèlement vicieux et ignoble autour d'une tragédie qui arrive dans tous les groupes d'enfants. Enfin, moi, j'ai été 10 ans à l'école militaire. Il y a eu des drames de ce genre. Dans tous les groupes d'enfants, statistiquement, il y a un moment où il y a un drame. Il y a un enfant qui se donne la mort ou qui meurt dans un accident. Bon, c'est une tragédie, on est d'accord. Mais je ne vois pas en quoi ça pourrait justifier le véritable harcèlement dont sont l'objet des gosses qu'on interroge pendant des heures et depuis 2 ans pour essayer de leur faire dire qu'ils ont été torturés. Je pense que s'ils avaient été torturés, il y a longtemps qu'ils l'auraient dit. Bon. En même temps, c'est vrai que Serge, ça fait quand même 32 ans que je suis dans ce village d'enfants, 32 ans, même si j'ai eu une interruption parce que j'arrivais pas au sacerdoce, j'ai dû changer de diocèse, mais quand même depuis 32 ans, j'en vois certains, au moins une quinzaine, qui étaient des enfants, normalement, qui avaient tout pour se suicider et qui se sont pas suicidés, qui sont des garçons pleins d'espérance. Alors, on pourrait faire une enquête sociologique, d'ailleurs, paraît-il maintenant, avec les chiffres qu'on a, pour montrer. Oui, ça serait intéressant. On a rendu ce que sont devenus ces enfants aujourd'hui. C'est un professeur. Je veux dire que moi j'en connais un qui c'est bien, il est bien casé. Là, il y a plus. Bon, on va pas parler évidemment que de ça parce que c'est une histoire triste. Alors, je disais tout à l'heure en ouverture, de façon plaisante, que vous n'êtes pas à moitié fou, mais en fond, je le maintiens. Moi, je pense qu'il y a que les gens fous qui font des grandes choses. Et alors donc, vous avez ce village qui est une chose, je l'ai dit, extraordinaire, énorme. Il faut aller le visiter, il faut aller voir à Riomont, c'est pas loin, c'est à 2 heures de Paris. Il faut voir ce village qui est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, l'occasion d'y aller, ça sera le 7 décembre prochain, où moi j'irai avec ma petite famille, puisque c'est le jour du marché de Noël de Riomont, qui est une initiative qui a été prise l'année dernière. Voilà, c'est la fête de Saint-Nicolas transformée en marché de Noël. Et on a l'impression qu'on est au XIIe ou XIIIe siècle, c'est-à-dire que tous les bâtiments sont illuminés. Il y a une crèche vivante, une vraie crèche vivante, avec un spectacle. Il y a plein de spectacles dans le village, et on peut se promener. Et il y a un marché, médiéval. Marché médiéval, avec des petites maisons qui ressemblent aux maisons de la Grand Place d'Arras, si vous voulez, où il y a la soupe à l'oignon, il y a tout ce qu'il faut pour manger, et puis pour acheter, pour se divertir, il y a des sketchs, il y a des spectacles, il y a des marionnettes qui sont magnifiques, et c'est vrai que là on sent le cœur de Riomont, on sent le cœur de l'œuvre du Père Revée, on sent sa présence, parce que, en fin de compte, tout ce qu'il a fait avec ces pierres deviennent vivantes, non pas comme le catéchisme qui est une pierre morte, pierre vivante, mais des vraies pierres vivantes, comme dit la Bible, et c'est vrai que ces pierres s'animent, et on trouve cette mosaïque de pierres en plein spectacle, et qui fait monter, si vous voulez, l'esprit de Riomont beaucoup plus haut encore. Daniel veut dire. Faut faire bref.
Où est-ce qu'il faut envoyer les sous? Alors, attends, parce qu'il y a autre chose dont on va parler. Parce que ça, c'est le plus important. Noël, il faut y aller. Mais ce qu'il y a, c'est que, évidemment, je suis serré au point de vue temps, et j'aurais voulu parler de 2 ou 3 choses. On va parler de l'Église quand même. Je sens que je suis poursuivi. Non, alors restez un petit peu avec nous si vous voulez. Mais il faut dire où il faut envoyer les sous. C'est très important parce qu'on parle, les gens sont très contents. Maintenant, où est-ce qu'il faut envoyer les sous? Effectivement, on a beaucoup de projets. Moi, j'ai 2 ou 3 demandes à faire ce soir parce que je sais qu'il faut faire court. D'abord, pour le village breton, pour Gerver-le-Christ. Certains se souviennent de la fête de la Victoire. J'ai actuellement un gardien qui est un scout de Riomont, qui est paysagiste, et il lui manque une voiture. Il faut absolument qu'il trouve une voiture pour son travail, parce qu'il a trouvé pratiquement du travail. Une bétaillère. Donc une voiture qui soit pas une vieille caisse quand même, une voiture qui marche encore, qui a 4 roues, qui a un moteur. Une bonne Peugeot. Bon. Et puis voilà. Après, il y a un grand projet d'église. On construit des mosquées partout. Tout à l'heure, on entendait parler de la France, de la régionalisation, etc. Et bien sûr, de l'avancée des mosquées. Il s'agit d'une grande église qui aura 1200 places, puisque l'église de la chapelle de Riomont est trop petite. Donc, on cherche des dons, évidemment, pour cette église. On a eu des pierres magnifiques. Dites d'où elles viennent, les pierres. Je ne sais pas si je dois le dire. Elles viennent d'un parc de pierres de la région parisienne. Oui. Des pierres énormes. On a eu 2 ou 3 semi-remorques par jour. C'est pour ça que je disais qu'il fallait. C'est vraiment la providence parce que ces pierres sont entièrement gratuites et elles sont venues grâce à un de mes chefs scouts qui est entrepreneur et qui est tombé sur le magot, si je puis dire. Donc les pierres sont là. Maintenant, on est en train de ferrailler. Le chantier est Quand ça sera fini, on dira d'où elles viennent. Voilà. Après, je voulais simplement dire que merci à celui qui les a donnés. Le film de Michel Barsky va bien. Les opérations pour les yeux se sont bien déroulées. Et il a terminé son film Aventure au cœur du scoutisme, une vidéo qu'on peut commander à Riomont. Et pour faire court, pour faire vite, je fais une conférence à Strasbourg. Ceux qui m'écoutent sur Internet, qui sont en Alsace ou encore sur TPS. Sur TPS, oui, effectivement. Eh bien, je fais une conférence donc demain soir, jeudi 21 novembre. Et le rendez-vous est fixé à 20h30 au foyer paroissial de Saint-Pierre-le-Jeune, 4 rue Gloxin, à Strasbourg. Il faut redire ça, monsieur mon révérend père, parce que là, on n'a pas eu... Moi-même, j'ai pas eu le temps de noter. Alors donc, pourtant, l'adresse. Je suis scénographe professionnel. Mais quand on est poursuivi par quelqu'un, vous savez, on court. Qui c'est qui vous poursuit? Mais vous! Oh non! Non, c'est de la faute à Beckett. Mais c'est toujours de la faute à quelqu'un. C'est vous qui me poursuivez. C'est jamais ma faute. Poursuit pas. C'est toujours de sa faute à lui. Foyer paroissial. Moi, je suis sérieux. Moi, je ne plaisante pas. Tu as la fiche sous les yeux. Foyer paroissial de Saint-Pierre-le-Jeune. 4 rue Gloxin, Gloxin, à Strasbourg. Voilà. Donc, ça, c'est à 20h30 le 21 novembre 2002. C'est plein clair. Bon. Maintenant, si vous voulez envoyer... Tu sais quelle est la plus petite fleur d'Alsace? Non, je suis oublié. Tu l'as oublié. Oui. C'est la bicyclette, parce qu'elle n'a que 2 pétales. 2 pétales. Bon, très drôle. Voilà, pour envoyer des chèques. Je récapitule, si vous permettez, mon père, parce que il y a besoin d'une voiture pour le Gerver-le-Christ. Oui. Si quelqu'un a une voiture pas trop délabrée, qui peut... Ou même 3 voitures, parce qu'on peut cannibaliser, refaire une voiture neuve avec 3 voitures anciennes. Donc, n'hésitez pas, vous prenez contact avec Riomont, on va vous donner l'adresse. Et maintenant, pour l'église, les fondations sont prêtes. Les fondations, c'est extraordinaire, on dirait le trou des Halles. Vraiment, On a organisé, vous aviez organisé l'année dernière... Oh non, il y a 3 ans, Serge, au feu de la Saint-Jean, un repas à l'intérieur. Ah, c'est il y a 3 ans. Ah, là, ça passe vite. Qu'est-ce que le temps passe. Donc, un formidable repas à l'intérieur, dans les fondations de l'église. Maintenant, les pierres arrivent, donc il va falloir de l'argent pour monter ces pierres. C'est surtout les toupis de béton. Les toupis de béton. Et puis acheter des toupis de béton. Alors, me demandez pas ce que c'est que des toupis de béton, j'en sais rien. Mais enfin, ça, pour on en a besoin. C'est le comte Sainte-Croix de Riomont. Voilà. L'adresse, village d'enfants de Riomont, boîte postale 28 62 801, Liévin, Cedex. Et le 7 décembre, toute la journée, le marché de Noël du village d'enfants de Riomont. C'est à 2 heures de Paris. Vous pourrez faire vos courses pour Noël, acheter des friandises, des choses comme ça, et voir surtout comment fonctionne Riomont, et voir comment sont ces enfants qui sont malheureux. Vous allez voir ce que c'est que des enfants malheureux, et vous poserez la question de savoir ce que c'est que des enfants heureux. Moi, je propose que vous restiez un peu avec nous, là. On va faire des petites pauses, et puis vous allez pouvoir redire les adresses, les téléphones. On n'a même pas donné le téléphone.
moi je vous quitte. Tu nous quittes alors, Serge. Non, mais tu sais, je vais te rappeler, puis je vais le rappeler aux auditeurs aussi, que tu es chez toi quand même. C'est ça, c'est pour ça que je vous laisse la maison. Vous n'avez pas besoin de moi, Victorien. Si, j'ai besoin que vous me disiez. Parce que on soufflera la lumière quand après. Un auditeur nous dit « Je possède l'ancienne édition du livre de Pierre Hillard. Est-il possible de se procurer la fameuse carte seule ?» Oui, vous envoyez une enveloppe avec l'accord de Pierre Hillard, vous envoyez... il m'a donné son accord, donc vous envoyez une enveloppe timbrée au Libre Journal et on vous enverra une carte, puisqu'il m'en reste quelques-unes, une carte des fameuses régions européennes. L'adresse du Libre Journal, c'est 4 place Franz Liszt, 75 010 Paris. Je rappelle que les invités que nous recevons, les adresses, les numéros de téléphone, toutes les précisions sont maintenant tous les 10 jours dans le Libre Journal. Si vous voulez le recevoir, vous envoyez un carnet de timbre. On vous envoie le Libre Journal. Si vous ne voulez pas envoyer un carnet de timbre, vous envoyez une enveloppe timbrée. On vous envoie une photocopie de la page avec toutes les indications, adresse, numéro de téléphone, nom des invités, titre des livres, etc., etc. Et si vous voulez, si vous êtes vraiment très riche ou très généreux, vous pouvez souscrire un abonnement au Libre Journal, qui est le meilleur moyen pour le recevoir tous les 10 jours. L'adresse, c'est 4 place France Liszt, 75 010 Paris. L'abonnement, c'est 110 €. Et c'est tout. Et l'ordre pour le chèque, 110 €. 110 €. Et l'adresse pour les chèques et l'intitulé du chèque, c'est SDB. Société de diffusion bibliographique. SDB. Voilà. Merci. J'abandonne ces lieux entre les mains. C'était un grand plaisir de vous voir ce soir, mon bon Serge. Vous êtes bien aimable, mon bon Daniel. Chers auditeurs, non pas la semaine prochaine, puisque là, ce sera Lujan. Ah oui, et donc, dans 15 jours, que Dieu nous garde.